Voyez-vous ça? Ne serait-ce point le chapeauté en personne? En chair et en poil? Santé. Il y a le chapeau légendaire, la plume et bien sûr, les bottes. Tous mes compliments à ton cordonnier. Merci. Pareillement. Bonne nuit. Hey, je ne fais jamais ça, mais pourrais-je avoir un autographe? Je suis ta carrière depuis fort longtemps. Signe juste ici. Poté n'a pas peur de la mort, il rigole devant elle. Chasseur de primes. C'est ce que j'ai cru entendre. Ta récompense ne va pas être simple à gagner. C'est moi qui te le dis. À chaque fois, ils sont tous persuadés de pouvoir me vaincre. Mais aucun n'y est parvenu. Bon, allez, on en finit vite fait. Crains-moi, si tu oses. D'accord. Terminez la rigolade. Lent, lourdeau, lassant. Tu n'es pas à la hauteur de ta légende, gâteau. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? Ta mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Montpellier, la seule radio d'Occitanie écoutée par les moins de 50 ans. Il est 19h et vous écoutez le 32e épisode de la saison 6 de The Cinema Show. Comme chaque mercredi, on va débriefer pendant 1h30 l'actualité ciné. Moi c'est Lucas, c'est ma première fois à la présentation et comme on dit, on n'oublie jamais une première fois, ni avec qui on l'a fait, à moins qu'on soit complètement torché, ce qui n'est pas particulièrement mon cas aujourd'hui. Et comment oublier une émission avec un si beau casting? Dans mon équipe du soir, on a le Camille Combal de The Cinema Show, Gauthier. Wow. Comment ça va? Ah ouais, il y a grosse ressemblance. Ouais. Mais écoute, ça va très bien. Bah parfait. On retrouve également le Nikos Aliagas de The Cinema Show, Hugo. Tu vas bien? Je m'y attendais pas à celle-là, mais ouais, ça va très très bien. Et toi, ça va? Ouais, moi ça va, écoute. Événement, nous avons avec nous la Claire Chazal de The Cinema Show parce que ça fait très exactement 41 émissions qu'on l'avait pas vue. J'ai compté. Oh, wow. Blanche, bonsoir. Bonsoir. Et il a fait l'effort, hein. T'as vu? C'était quoi la dernière? Ah, j'ai pas noté. Ouais, je crois que c'était Mascarade. C'était Star Wars La Menace Fantôme à l'époque. Il venait de sortir la grande vadrouille. Et on finit avec quelqu'un de très important. D'autant disent que c'est un génie, d'autres que c'est un dictateur. Je sais ce qu'il va dire. Moi, je dis que c'est un ami. Cyril. Parce qu'il me paye pour ça. On a avec nous le Cyril Hanouna de The Cinema Show, le sublime Simon. Et ouais, bonsoir. Alors, les petites beautés, vous allez bien? Il rigole pas comme ça en fait. En régie, on a également des gens absolument fabuleux, puisqu'on a Valentin, Yanis et Rémi, et Lucas, pas moi, hein, l'autre Lucas, celui qui est moins drôle mais vachement plus beau. Cette semaine, on a commencé avec une séquence du film Le Chapeauté 2, la dernière quête de Joel Crawford et Januel P. Mercado. Pourquoi donc? Est-ce que quelqu'un le sait? Parce que t'aimes bien le film. Non. Ah. Est-ce que quelqu'un... Non, personne ne sait?
J'ai oublié les films dont on parle. Par rapport au film de ce soir. C'est par rapport à Civil War. Par rapport à Civil War. Parce que l'acteur, le collègue de Kirsten Dunst double et dans le chapeauté. Effectivement, il double le loup dans Claire le chapeauté. Chazal a toujours les bons tips. Wagner Moura joue le loup dans le chapeauté. Et il joue également dans Civil War, dont on va parler aujourd'hui. Donc ce soir, 3 longs métrages sortis la semaine dernière au programme. Civil War de Alex Garland, L'homme aux 1000 visages de Sonia Kronlund et Borgo de Stéphane de Moustier. Nous recevrons d'ailleurs Stéphane de Moustier qui viendra nous parler de son film Borgo. Et en fin d'émission, Charlotte et Manon de Ciné Campus nous rejoindront aussi pour nous présenter la séance de l'enfer. Georges Clouzot, excusez-moi. C'est les vieux, c'est le film de notre époque, ça, Blanche, hein, on s'en rappelle. Ah, il est si vieux. Mais également pour participer au quiz concocté par Hugo. C'est moi. Il y aura également nos recos de la semaine à découvrir. Quel programme de ouf! Allez, on plonge dès maintenant dans cette émission palpitante avec les news de Gauthier. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Comme à l'accoutumée, commençons les news avec le Mercato, et cette semaine nous avons droit à l'annulation d'un projet pourtant très attendu. En effet, jeudi dernier, une nouvelle a surpris bon nombre de cinéphiles. Cette annonce concerne Tarantino et son prochain et potentiellement dernier film qui devait être The Movie Critic. Le projet a tout simplement été annulé par le réalisateur. Pour le moment, nous ne savons pas la raison de ce choix. La rumeur suppose que Tarantino s'est mis trop de pression en annonçant terminer sa carrière de réalisateur à la sortie de son 10e film, c'est-à-dire son prochain. Selon diverses sources, The Movie Critic devait se tourner à l'automne 2024 et on aurait eu potentiellement Brad Pitt de retour dans son rôle de Once Upon a Time in Hollywood, le cascadeur Chris Booth. La présence de Tom Cruise se faisait aussi sentir. En attendant, Tarantino n'a rien communiqué sur une potentielle autre idée de projet, et The Movie Critic rejoint le rang des films abandonnés que nous fantasmerons au fil des années. Tu voulais aussi nous parler de l'annonce de 2 projets portés par des réalisateurs reconnus. En plus de parler de Tarantino, nous allons aussi parler de Scorsese et de Spielberg dans ce mercato. Tout d'abord, le prochain Steven Spielberg serait un nouveau film de science-fiction avec des extraterrestres. Après Rencontre du troisième type, E.T. ou encore La guerre des mondes, le réalisateur continuerait d'explorer cette thématique dans son nouveau projet. Ce film serait scénarisé par David Koepp, tout simplement un des scénaristes de Jurassic Park. Et du côté de Scorsese, nous savions déjà qu'il travaille sur un film autour de la figure de Jésus, mais cette semaine nous avons appris qu'il travaille en parallèle sur un autre film, un biopic sur Frank Sinatra. Le célèbre chanteur serait potentiellement incarné par DiCaprio et sa femme serait incarnée par Jennifer Lawrence. Pour le moment, nous n'avons aucune info concernant la date de sortie de ces 2 films. Est-ce que vous avez une réaction à partager autour de ces annonces ? C'est que des gros noms en plus cette semaine. Impressionnant. Ouais. Tarantino, je pense que c'est ce que t'as dit, c'est qu'il avait tellement de pression, il avait peur de finir par un film peut-être un peu mineur ou quoi, et qui tournait un peu trop autour de lui, parce que il voulait refaire des connexions avec ses anciens films, mais cette fois plus concrètement, quoi. Ouais, mais j'ai vu que même hier ou aujourd'hui, j'ai vu une annonce disant qu'il voulait aussi relier d'autres films qu'il avait fait dans un seul film. Ça aurait été un peu le bordel peut-être. Et du coup, on n'a pas trop d'infos aussi. Il a failli se faire avoir par les multivers et tout, et du coup, il s'est fait influencer. Après, c'est dommage cette limite qui se fixe de 10 films, parce que pourquoi en fait pourquoi se dire allez, je m'arrête au 10e, pourquoi peut juste se dire si j'ai envie de continuer, je continue? Parce que c'est classe. Ouais, c'est classe, ouais. Enfin, bon. S'il a envie de continuer après, pourquoi il s'empêcherait de continuer? Je comprends pas trop. Ouais. Mais après, on sait pas si c'est vraiment ça la raison finale, mais en vrai, il y a des chances. Tu voulais aussi nous faire un point sur des nouvelles annonces du Festival de Cannes. La semaine dernière, Saman vous a parlé des différentes annonces liées aux 77e édition du Festival de Cannes. Au fil de la semaine, quelques annonces ont été rajoutées sur cette sélection. Tout d'abord, nous aurons un nouveau film d'animation en compétition cette fois. Ce film est le nouveau projet de Michel Hazanavicius, nommé La plus précieuse des marchandises, avec un joli casting vocal composé de Jean-Louis Trintignant, Dominique Blanc, Grégory Gadebois et Denis Podalides. Pour continuer, une annonce qui a été attendue, le Comte de Monte Cristo sera présent sur la croisette dans la catégorie hors compétition. Le film est porté par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, et au casting nous retrouverons Pierre Ninet, Bastien Bouillon, Anaïs de Moustier ou encore Laura Lafitte. Et pour finir, nous aurons le nouveau film d'Arnaud Desplechin, Spectateur, sélectionné en séance spéciale. C'est
c'est un film documentaire parlant de cinéma et plus précisément de la question qu'est-ce que c'est que d'aller au cinéma. Est-ce que vous avez quelque chose à parler? Il y a le petit d'Anatomie d'une chute dedans. Ouais. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais. Mais toi, t'y vas, Blanche, cette année encore? Ouais. Et t'as deux quoi? Tout. Absolument tout. Mais là, autour de la table, on est 3 à y aller du coup. Ouais. Et ouais, bravo. Il faut le rappeler. Moi, je suis le seul avec Lucas. Ça va, Lucas? Je t'emmerde. Ok. Ça c'est trop bien. Ouais, après, c'est pas étonnant l'annonce du Comte de Monte Cristo, vu que le film sortait en juin et tout. Ils aiment bien mettre de temps en temps un petit film pâté. Surtout qu'ils l'avaient avancé pour que ça sorte en juin en plus. Ouais, parce qu'ils devaient sortir en novembre et ils l'ont bougé. Et ça fait du bien de voir un film d'animation en compétition cette fois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Du coup, on espère que ce sera bien. C'est quand même dommage qu'il faille attendre un réal qui soit déjà reconnu parce que c'est un film de ce réal pour mettre un film d'animation. C'est dommage que les autres films d'animation n'aient pas cette chance, quoi. Oui. Il a tout dit, le gars. On n'a plus rien à dire. Et pour terminer, il y a eu de nouveaux questionnements autour de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Et il est question d'un film que nous allons chroniquer ce soir, Civil War d'Alex Garland. Le distributeur américain A24 ont partagé des affiches générées par l'intelligence artificielle pour la communication de ce film. Cela a provoqué une vague de polémique autour. De plus, ce n'est pas la seule utilisation de cette technologie qui a été utilisée pour ce film, puisqu'il a été prouvé que les sous-titres dans différentes langues, notamment en français, ont été générés par une intelligence artificielle. Autour de la table, est-ce que ça vous dérange cette utilisation de l'IA? Oui. Voilà. T'as l'impression que ça craint un petit peu. Mais est-ce que ça a un lien avec le film? Non, même pas. Non, que le propos, c'est pas une volonté. Attends, tu te poses des questions, tu l'as vu pourtant. Si c'est pas clair à tes yeux. Vu tout ce que le film questionne, en plus, est-ce que c'est pas. Ouais, je pense pousser une nouvelle question. Moi, ça me surprend de A24 qui se veut un peu genre petit studio indé. Mais donc le film qu'on a vu a été sous-titré par une IA? Ouais, possiblement. Techniquement, ouais. Du coup, vu ce que t'as dit. Après, il y a des gens qui l'ont relu, je pense, pour une sortie comme ça. Sûrement, mais en fait, ce qui est surprenant, c'est que à la fin du générique, normalement, on a toujours sous-titré ou dirigé par Nana. Mais là, il y avait aucun. Voilà. Mais là, il y avait aucun prénom ou nom de famille. Il y avait juste le nom d'un logiciel. Ah oui. Il y avait un logiciel. Oui, c'est vrai. Ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Ouais. J'ai pas capté. Je me suis dit, je connais pas cette boîte d'habitude. Tu vois. C'est pas une boîte. C'était pour ça. Non, j'ai pas resté jusqu'à la fin parce que je m'attendais pas à un 2, donc. Mais. Il y a pas de scène post-générique. Ah ok. Il y aura pas le retour de Trump ou. Ah. Elle a jugé en un rire. En un rire, elle a fait ta blague est mauvaise, mec. Je sais. Oui, non, mais c'est ma marque de fabrique. Mais elle est pas encore habituée. Non. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je suis perdu. Tu sais pas, tu peux remercier Gauthier peut-être. Merci Gauthier. Je pensais qu'on le disait après. Merci beaucoup Gauthier. Je crois qu'il a. S'il voulait plus. Si c'est mis sur mute, c'est qu'il avait plus rien à dire. Au revoir Gauthier. Et on commence les débats de la soirée. Et là. Donc comme chaque mercredi, 3 films sont au programme de débat. Les États-Unis dirigés par Ron Swanson, un cas de fiche à la française, et enfin un film sur la jeunesse de Maxime Biaggi. On commence tout de suite à la découverte d'une guerre civile aux États-Unis. Youpi. Allez, Civil War de Alex Garland, on en parle maintenant. Voici la bande-annonce. Citizens of America, people of the Florida Alliance, and the Western forces of Texas and California will be welcomed back to these United States as soon as their illegal secessionist government is deposed. You don't know what side they're fighting for. Someone's trying to kill us. We are trying to kill them.
Dans un futur proche, une équipe de journalistes voyage à travers les États-Unis au cours d'une guerre civile qui s'intensifie rapidement et engloutit le pays tout entier, luttant pour survivre dans un pays dont le gouvernement est devenu une dictature dystopique où des milices extrémistes commettent régulièrement des actes politiques et de violence. C'est le synopsis du nouveau film de Alex Garland, avec au casting Kirsten Dunst, Wagner Moura, Kaylee Spaney, Stephen McKinley Anderson, Nick Offerman, Jesse Plemons. Hugo, qu'est-ce que tu as pensé de ce film Non, tu n'es pas au casting malheureusement, c'est dommage, mais qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Moi j'ai vraiment passé un bon moment. Je trouve le film, c'est pas un film de guerre, mais quand il essaye de l'être, il est assez intense. Je pense au climax, voilà par exemple, qui je trouvais vraiment très très intense, j'étais à fond dedans. Mais autrement, je trouve que moi j'aime beaucoup quand le cinéma parle de journalisme et qui montre qu'est-ce que c'est le travail d'un journaliste et en quoi c'est important un journaliste. Et ce film, on est en plein dedans. Ça montre en fait en quoi l'information est une chose extrêmement importante en temps de guerre et de tension. Et je trouve que c'est très très bien montré, c'est très bien mis en scène aussi, ne serait-ce parce que parfois on voit les photos qui sont prises par les personnages. Et ça, je trouve ça super intéressant. Il y a un super travail là-dessus. Et puis voilà, il y a la scène. Il y a une scène, je pense que tout internet a retenu, parce que j'ai vu passer de partout, que tout le monde a retenu, c'est la scène de Jesse Plemons. Qui est vraiment, je pense, elle était déjà marketée avant, avant que le film sorte. Ouais. Et je trouve que la scène est vraiment, elle encapsule aussi ce que tout le film, tout le message du film, parce qu'elle est vraiment super intéressante. On ne sait pas quel est le bord de ce personnage au moment où on le découvre. On ne sait pas de quel camp il appartient. Mais c'est même pendant tout le film en fait. Oui, voilà, il n'y a pas de bord. On ne sait pas qui est quoi. On ne sait pas qui est quoi. On se doute que les mecs qui ont des chemises, c'est des Californiens, tu vois. Oui. Non, c'est moi, j'ai l'impression qu'il s'est dit ça, Alex Garland. Il s'est dit, comment on les distingue? Ils ont des chemises un peu c'est la playa. Voilà. Après, je trouve qu'il y a peu d'indices, mais ils sont quand même assez clairs. Enfin, le président, on comprend direct de quel bord politique il est. Oui. Mais par exemple la scène de Jesse Plemons, on sait pas du tout s'il est avec du côté de l'armée, du côté des révolutionnaires, voilà. Mais est-ce qu'il a vraiment fait exprès d'être aussi flou? Oui, je pense. Oui, moi, je pense que c'est volontaire. Moi, je pense que c'est volontaire. Ouais. Ce qu'il avait dit en interview, c'est que t'as la coalition entre du coup le Texas et la Californie, qui sont Texas en état plus à droite et Californie en état plus à gauche. Et justement, ça veut dire aux États-Unis. Oui, non, mais du coup, ça fait, il fait collaborer les deux. Dans une volonté de faire ils sont de deux bords politiques différents et pourtant ils sont pas d'accord avec la politique du président, donc c'est qu'il y a une couille quoi. Oui. Peut-être ceux avec la chemise c'est ceux de la Floride en fait. Ouais, c'est vraiment plutôt, tu cherches partout où il y a des gens avec des chemises. Non mais c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'il y a la contextualisation au début par le président et après on te laisse dans le flou et moi au début c'est vrai que ça m'a troublé parce que je savais pas trop sur quel pied danser. Je me disais mais est-ce que je me disais pas il y a un bon côté un mauvais côté tu vois, mais je me disais mais les journalistes ils sont avec qui, suivent qui et tout et oui, et j'ai trouvé que c'était super intéressant du coup, d'autant plus si c'est voulu le fait qu'il y ait cette zone de flou et le final on est témoin, ça nous fait accepter le final aussi du film je trouve. Mais du coup, avec le final, on sait à peu près de quel bord politique ils sont. Oui, l'assaut final, on sait. Mais voilà, mais je veux dire, le fait que ça passe aussi crème, je pense que c'est aussi parce que pendant tout le film, on t'a habitué à ne pas trop savoir avec qui t'étais. Est-ce que le président il est bon ou mauvais? Est-ce que c'est un démocrate, un républicain? Tu vois, on s'en fout en fait dans le film. Je crois qu'il a une cravate rouge. Normalement, dans les films, c'est un indice quand le président a une cravate rouge. C'est rarement bon signe. Obama, il a déjà eu une cravate rouge. Ah merde, ça marche pas. Tu t'es fait niquer. Ouais, non, mais je me suis fait avoir. Non, c'est ce qu'il voulait dire que Obama, il détestait Obama. Ouais, je pense que moi, vraiment, je déteste Obama. Ça y est. C'est bon, l'émission a dérapé. Mais sinon pour rebondir parce que je sais pas les gens vous voulez parler ou pas? Non. Vas-y rebondir. Je veux rebondir sur ces scènes d'action. C'est vrai que les 20 dernières minutes je les ai trouvées assez incroyables, hyper prenantes et tout, et les scènes d'action en général sont particulièrement réussies et c'est pas là où on le connaissait forcément Alex Garland. Oui, c'est intéressant de voir Alex Garland s'engouffrer là-dedans, surtout quand il sort de Men, qui n'a tellement rien à voir, quoi. Lui, moi, donc... Ah ouais, mais c'est... J'ai pas vu Annihilation. Moi je l'ai vu. Ouais. J'adore. Bien, en plus t'as un pull Ghostbusters. Pour les fans de Ghostbusters, il y a des grosses références dans Annihilation. Il faut que je regarde alors. Mais du coup oui, par rapport à Ex Machina, déjà on se rapproche déjà un peu plus, même si c'est très loin, il y a pas tant de scènes d'action que ça. Mais c'est vrai que c'est rigolo de le voir avec je sais pas combien le film a été budgétisé, mais
de le voir. Je pense pas que ça soit très très cher. Non, plus, mais je crois que c'est le plus gros budget de A24. Ouais. Donc c'est au-dessus de Everything Everywhere et de Once, par exemple. Boys Afraid. Parce que c'était Boys Afraid leur plus cher, je crois, jusqu'à maintenant. Mais du coup. Ce n'est pas le débat. Mais du coup, c'est rigolo de le voir jouer avec des gros hélicoptères, tout ça, parce que on ne sait pas là où on l'attend du tout. Moi, je m'attendais pas à ce qu'ils reviennent avec ça. Ouais, il y a plein de bonnes idées aussi. Donc, tu parlais des journalistes, mais sur les photos, par exemple, et le film qui est entrecoupé des photos prennent les deux personnages principaux. Mais non, mais il y a des idées toutes connes. J'essaie de me rattraper. Il l'a dit aussi. Non, c'est bon. Donc on comprend tout de suite noir et blanc que c'est la plus jeune et que la couleur c'est Kirsten Dunst. Ouais. Voilà. Je trouve que c'est super intéressant et surtout ça va jusqu'à la scène finale où là aussi ça a une importance de ouf ces photos. Moi, c'est pour revenir sur la scène finale, je trouve ça un peu simple, la toute fin. Je comprends. En fait, j'aime beaucoup le climax des 20 dernières minutes, mais je trouve les 3 dernières minutes un peu ridicules. Je sais pas, il y a un petit truc qui me dérange. Je comprends. Je comprends que ça fait un peu too much. Ça fait vraiment too much. Tu l'as vu en VO ? Je l'ai vu en VO. Ok, parce que moi je l'ai vu en VO et en VF. Et il y a un gros problème sur la VF, sur la dernière scène. Il y a un gros problème. Tu comprends pas du tout la même chose qu'en VO. C'est dingue à quel point ils ont mal géré le truc. Donc les sous-titres générés par IA sont très bons. Bravo, continuez comme ça. Bravo les intelligences artificielles. Les doubleurs, ils sont nuls. Non, c'est pas la faute au doubleur, mais c'est vrai que c'est pas très bien traduit. La fin est plus confuse en VF. Ok. Mais non mais je vous rejoins. Mais après moi j'ai été tendue du début à la fin. Je crois pas vraiment que les 20 dernières minutes. Bravo à Alex Garland pour ce film et la tension qu'il réussit à créer et un réalisateur qui arrive à poser des séquences longues et à nous installer dans des scènes. On en voit de moins en moins, je trouve. Donc surtout dans un film qui se veut un peu d'action et tout aussi oui, en même temps. Bien sûr. Et aussi tout le jeu sur le son, le silence, incroyable. Mais je reviens sur la dernière séquence, peut-être un peu facile ou un peu dérangeante pour certains, notamment dans vraiment les dernières paroles. Mais je trouve qu'il y a un regard très intéressant sur les générations nouvelles, que ce soit dans le journalisme ou dans notre rapport à ce qu'on voit, aux images, à la guerre, la violence et cette jeune sur les figures aussi, les gens placés, mais et aussi tu vois ce rapport peut-être à GTA par exemple où on est comme dans une map et on a cette jeunesse qui est habituée à ces images limite d'être au milieu de scènes hyper violentes et qui ne sent plus le danger vraiment réellement exister et ces journalistes tu vois qu'on n'arrive pas trop à cerner dans ce qu'ils pensent comme opinion politique et qui finalement sont comme des Terminators un peu ils ont un objectif, une mission, ils n'ont pas de sentiments, ils doivent foncer pour avoir ce qu'ils veulent. Et hyper intéressant. En fait, ce film c'est eux qui apportent le coup fatal en plus. Oui, bien sûr. Ah oui, non mais c'est un film qui pose énormément de questions, qui fait réfléchir d'une certaine manière. J'étais contente d'en sortir et me dire je vais pouvoir creuser plein de choses. Je trouve c'est un des premiers films là, de cette année où j'en sors et j'ai envie d'y penser et de creuser des sujets quoi. Mais ça se sent beaucoup sur les réseaux. C'est un film qui fait vraiment beaucoup débat. Ouais. Il y a vraiment des adorateurs et déjà ils le détestent. Et ça fait longtemps. En plus, il sort aux États-Unis dans une période un peu spéciale. Ouais, parce qu'il y a les élections en fin d'année. D'ailleurs, je crois que Gardon l'avait dit, il avait fini de l'écrire avant les assauts du Capitole. C'est pour ça que c'est pas très évocateur non plus. Mais ça fonctionne. Mais c'est marrant, parce qu'on sent que. C'est une grosse référence quoi. Alors que ça n'a pas existé quand il a écrit le scénario. Oui, voilà. Mais après c'était déjà dans politiquement parlant quelque chose qui il va pas au hasard Alex Garland dans son film. Justement je voulais dire effectivement c'est un film qui fait beaucoup de débats. Moi je donne juste un exemple, j'y suis allé avec ma copine, sa mère est immigrée bosniaque, donc elle a vécu la guerre. Et elle a eu un regard très intéressant sur le film, dans le sens où elle a parlé du fait que pour les gens qui ont vécu la guerre, les journalistes de guerre sont très mal vus. Et je trouve qu'avoir pris la partie pris d'aborder la guerre via ces journalistes de guerre, via ces journalistes qui doivent avoir une poker face tout le temps, qui ne doivent pas ressentir de sentiments et nous montrer effectivement le parcours du personnage de Kelly Spiney. Je trouve ça très intéressant, mais
Voilà, ce que m'a dit ma copine, qui du coup n'a pas du tout le même avis que moi sur le film, c'est qu'elle a trouvé ça dérangeant par rapport à ce qu'a vécu sa mère. Je trouve que c'est intéressant justement les débats que ça va provoquer sur plein de sujets, et notamment sur le sujet de la guerre, des journalistes de guerre. C'est assez passionnant, je trouve. Après, moi je trouve c'est ce qui pose un peu problème dans le film, c'est que la construction, le basculement de son personnage de Kailis Penny, arrive un peu rapidement. Ah ouais? Ouais, j'ai trouvé. À quel moment tu penses? J'ai trouvé aussi qu'il manquait en fait de scènes où elle était vraiment en contact avec Kirsten Dunst. Il y en a une qui est très bien, par exemple dans le stade. Ouais, l'hélicoptère et le stade aussi. Ouais. Là, il y a aussi et je trouve qu'à partir de ça, il y en a plus. Et il y a la scène de la robe. Dans le magasin aussi. Ouais, quand elle laisse la robe. C'est plutôt ça. Après, il y a avec le collègue. Avec le personnage de Joël. Dans la camionnette. Bon, bah, alors, en tout cas, j'ai l'impression. Non, mais parce qu'en fait, j'aurais voulu peut-être encore plus de films et avoir plus de scènes. Pour toi, elle bascule trop vite quand elle passe par la fenêtre. Ouais, elle bascule trop vite dans le côté obscur, tu vois. Mais elle est. Mais non, mais je trouve que dès la première scène, elle est caractérisée comme. Oui, c'est vrai qu'elle prend en photo l'autre aussi. Elle prend aucune conscience du danger. Ouais. Bon, et ce qu'on peut retenir de ce débat. Après, par contre, quelques points négatifs. Enfin, en fait, je sais pas, pendant le film, l'utilisation de musique très pop ou de ralenti peut déranger, m'a un peu dérangé d'une certaine manière. Et pourtant, tu sais, tout de suite, tu trouves une solution dans la mise en scène et dans ce qu'a voulu faire Alex Garland. Donc tu peux ne pas l'apprécier, mais le comprendre dans ce qu'il a voulu faire. Je trouve qu'il y a un décalage qui est très très intéressant avec les musiques justement. Mais ça revient à ce que tu disais sur le regard qu'on a, tu vois, vis-à-vis de la pop culture et qui s'immisce dans la guerre comme ça, tu vois. Mais d'où la profondeur de ce film, et allez le voir. Voilà. Parfait comme fin. Allez le voir. On a j'avoue, tous on n'aurait aimé. pas pu faire mieux. Hein. Franchement. On a tous aimé. Mais justement, on parlait des musiques. On va marquer une première pause dans l'émission. Pour cette première pause en musique, je vous propose celle qu'on entend lors du générique de fin de Civil War, Dream Baby Dream du groupe Suicide.
Pour notre second film de la soirée, on passe sur le deuxième film de la documentariste Sonja Kronlund. Après Nothing Wool, voici L'homme aux 1000 visages, bande-annonce. Il m'a dit qu'il s'appelait Ricardo et qu'il était brésilien. Lui, il était argentin. Très romantique. J'étais complètement sous le charme, quoi. Il a travaillé dans Télécom. Ingénieur chez Peugeot, photographe, médecin. En fin de compte, voilà, il n'avait pas de travail du tout. J'ouvre le navigateur dont il se sert et là, via l'historique, je peux rentrer dans tous les comptes qui sont les siens. Tout était faux, quoi. Et puis je compose tous les numéros que j'ai et en fait, tous les numéros sont faux. Et là, j'ai découvert une vingtaine de messages avec plusieurs femmes. Et là, il y a une femme au téléphone qui me dit « J'aimerais savoir qui vous êtes ». Je me demande s'il choisit un profil de victime. Y en a-t-il d'autres? Et donc là, je sais qu'il y a une femme à Rio. Ele atraía as mulheres para uma paixão. O cara é sociopata. Je veux le retrouver, comprendre comment tout a commencé. Il ne faut pas qu'il se fasse repérer parce que le gars, il est quand même potentiellement dangereux. Je commence avec le synopsis. Il s'appelle Alexandre Ricardo ou Daniel. Il se dit chirurgien ou ingénieur, argentin ou brésilien. Il vit avec 4 femmes en même temps, adaptant à chacune son récit et même ses traits de caractère. Enquête à la première personne avec l'aide d'un détective privé sur un imposteur aux 1000 vies imaginaires. C'est le synopsis intriguant de ce film documentaire que Sonja Kronlund adapte d'un livre qu'elle a sorti en janvier dernier. Catfish a donc trouvé son équivalent en France. Blanche? Oui, un documentaire, ma foi, sympathique. Après, une sorte d'arnaqueur de Tinder, à la française, j'ai envie de dire. Mais je suis quand même un poil déçue par le projet. J'aime l'idée. La réalisatrice voyage beaucoup avec les protagonistes du film tout au long du documentaire. On va à la mer, on visite des lieux touristiques, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant dans le côté extérieur du film et dans le trajet, puisque c'est un film beaucoup qui parle de trajectoire. Cependant, cinématographiquement, je suis un peu déçue. Je trouve ça parfois laid. À l'image, je trouve le montage très saccadé. J'ai l'impression que ça manque de matière et que ça manque de se poser pour parler aux gens. C'est très charcuté parfois, ça m'a un peu dérangé. Et puis l'histoire, si vous avez tous vu l'arnaqueur de Tinder? Non. Oh waouh. Okay. Bon, c'est vraiment le même film, mais avec un autre homme et qui lui a touché vraiment beaucoup de femmes dans le monde et leur a soutiré énormément d'argent. En plus de ça, et donc c'était très impressionnant. Là, du coup, j'étais mais est-ce qu'il y a le même final? Sans trop spoiler. Justement. Le final. Je me suis en parlé. Non, il n'y a pas le même final. Je crois, si je me souviens plus bien, mais. Et voilà, mais ça excuse tout. Mais oui. D'accord. Ça justifie. Déjà, juste une petite mention. J'avais complètement oublié dès le début du film ce que venait d'être écrit sur un carton noir, qui était que plusieurs femmes avaient voulu être anonymes et donc étaient interprétées par des actrices. Ouais. J'ai complètement oublié ça pendant le film et je trouvais ces femmes incroyables et courageuses. Et j'étais comme trahie à la fin en me souvenant que c'était pas leur nom qui apparaissait. C'était très perturbant. Quant au final, il m'a d'une certaine manière mise mal à l'aise. J'avais peur, j'étais dans l'appréhension. C'est drôle. C'est moqueur, c'est gentil. Et en même temps, je me dis oui et. Voilà, ça. Je suis d'accord avec toi. Je tombe sur ma fin. C'est sympathique, mais un peu creux et un peu redondant dans ce que ça raconte. Mais à voir, hein. Et puis attention aux hommes. Finalement, ça dit ça. Elle me regarde, tu vois. Yes. Pas tous les hommes, not all men. Non, je suis d'accord avec toi, même sur le final où
en fait, tu penses à des trucs qu'elle aurait pu faire et ça aurait pu être encore plus dingue. Mais je trouve que le film, c'est un film assez fascinant en fait. Moi, je lui excuse beaucoup de ses défauts. Ce que tu as dit sur le côté charcuté, sur le côté aussi même cette narration à la première personne au début qui m'a gêné, mais finalement après j'ai compris vu qu'elle se met vraiment en scène et en fait elle est enquêtrice et tout, tu vois, elle fait même les tableaux avec les pays du monde mignon. Et tout, tu vois, ça va jusque là. C'est très fait maison. Mais je trouve que c'est fascinant parce que en fait pour moi on a dans ce film un des meilleurs méchants de ces 30 dernières années au cinéma. Tu vois, large. Je trouve que c'est fait d'une telle façon. Et à la fin, quand il se passe, quand il se passe ce qui se passe. Le climax. Ouais, le climax, quand tu le sens arriver, quand on commence à te dire ça va se passer. Moi j'étais dans la salle, j'étais genre en mode non mais c'est dingue ce qui est en train de se passer et c'est tout. un peu comme la fin de Civil War finalement. Ah ouais non mais j'étais en mode genre mais c'est ouf ce qu'il va avoir. On va pas trop le dire parce que pour pas spoiler, pour garder la surprise. Mais c'est assez dingue et j'ai trouvé ça hyper fascinant, la figure du méchant, comment elle en joue, comment au début bah voilà, il est non visible, voilà. Et ensuite ça évolue et puis le fait qu'il ait plein de zones d'ombre et que c'est un sacré personnage ce gars, tu vois. Et non, j'ai trouvé ça ouf. Sur le méchant, sur le côté méchant, j'ai trouvé ça incroyable. Mais moi, il y a juste un truc qui m'a dérangé sur lui, c'est que j'aurais voulu qu'on approfondisse sur sa psychologie à lui en fait, sur comment est-ce que lui... Mais c'est ça qui manque à la fin. La jumelle, sa mère et sa jumelle. C'est toute la seule explication qu'on a. Ouais, c'est juste ça. C'est un truc qui... Ça sort un peu de nulle part. C'est balancé. Ils ont dit, bon, c'est peut-être ça. C'est tout. Et voilà. Et en fait, j'aurais voulu qu'on s'intéresse plus à ça. Qu'on aille voir un psy. C'est quoi ce profil de personne. Mais en fait, le problème, c'est que la réal peut pas faire toute l'enquête à elle toute seule. Il faut qu'il y ait une justice derrière. C'est pas son vrai boulot à elle. Mais est-ce qu'il y aura justice finalement? Je pense même pas. Non. Parce que à part. Est-ce qu'elles ont porté plainte, les femmes? Je crois pas. En tout cas, c'est pas précisé. C'est même pas dit si elles ont porté plainte. Non, c'est pas dit. Non. Et du coup, c'est assez étrange. Non, on sait juste qu'au Brésil, il y a eu un truc quand il avait volé, mais c'était il y a 20 ans, quoi. Ouais. Parce qu'en soi, il les a juste baladés. Mais légalement, à part, il leur a pris de l'argent, mais il les a remboursés. Donc, ouais, mais ils ont remboursé en fonction des autres. Voilà. Hugo, moi j'ai bien aimé parce que je trouve aussi la figure du mec absolument fascinante et moi aussi j'aurais aimé quand même en savoir plus sur qui il vient, mais j'adore ce genre de figure qui crée du faux sur sa vie. J'avais adoré le livre sur Jean-Claude Roman par exemple qui est super intéressant, lisez-le. L'adversaire. Exactement. Le film est moins bien, mais bref. Mais franchement, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais du coup, je trouve ça dommage que dans un docu qui en plus s'appelle L'homme aux 1000 visages. Il y en a que 5. Non. Déjà, non, on s'intéresse moins à son origine, sa psychologie, sur tout ce qu'il a. Mais parce qu'ils essayent de savoir, mais ils trouvent pas de réponse. Ouais. C'est beaucoup ça le film en fait. Oui, parce qu'elle a pas le droit d'aller voir sa mère. Aussi. Oui, aussi, on l'empêche. Ça serait intéressant. Et même, j'aurais adoré qu'à la fin, elle le confronte vraiment. Oui, quoi. mais c'est ça. Et qu'il ait pas le choix. Moi, j'imaginais qu'il y avait toutes les femmes. On spoil, voilà, moi, c'est ça. J'imaginais, il tourne dans un virage et là, tac, il y a toutes les femmes de sa vie en toi réunies. On est matrixé par les blockbusters, je pense. C'est une gêne absolue, c'est répondre par la même violence. Enfin, je sais pas. Même sur toute la partie, on va le retrouver, on va essayer de trouver où il est maintenant. Bon, bah en fait, il habite là, c'est bon. Ah, bon, c'est un peu anticlimatique. Mais tu l'as au début. Oui. Ouais. On commence par ça, tu vois. De toute façon, la justice elle est faite dans ce film, puisque c'est son procès, ce film, finalement. Oui. Il n'a pas droit de réponse. Après, il pourra porter plainte. Je pense qu'il va le faire. Mais je sais pas, ouais. Et par contre, très très beau talent en Photoshop du type, vraiment. Il est très très fort. Vraiment. Comment les gens ils sont passés à côté de ça? C'est sa mère, je crois qu'ils les envoient que à sa mère. Oui, il envoie que sa mère. Ouais, il y a des Photoshop. Quand il y a du Photoshop à l'écran, la salle a éclaté de rire, je crois. Ah ouais. Il y avait des gens toi dans ta salle. Oui, alors attends, il y avait personne. Il y avait une énorme star dans ma salle, il y avait Nino. Ah ouais, une énorme star. Waouh. Non, ma salle elle était pleine aussi. Ouais, moi aussi, c'est bien rempli, mais que des vieux. Mais... Ouais, mais c'est diagonale. Ouais. Ah, mais elle était à Paris. Le diagonale de Paris. Aïe aïe aïe. S'ils nous écoutent, vu qu'on est vu dans toute la France et dans tout le en Mondovision.
Donc je pense que tout le monde est à peu près d'accord que c'était un très bon documentaire. Je recommande, même si c'est Netflix et qu'on critique tous, L'arnaqueur de Tinder qui est sorti il y a 4 ou 5 ans. Qui est une toile d'araignée gigantesque sur le même homme. Enfin, vraiment, c'est le même film. En plus pro. Oui, mais il n'y a pas la. Peut-être, mais je me souviens plus de la fin. Mais je crois qu'à moins qu'il ait été jugé. Est-ce qu'il mange un biscuit à la fin en regardant une scène magnifique? Non, je pense pas. Mais ce dernier plan est très chouette. Ouais. On va pas se mentir. Mais après, pardon, juste Simon, meilleur méchant. Enfin, je trouve que mais à part qu'on nous dise avec moi il était calme le soir, avec moi il était pas calme le soir. Bon, la personnalité reste la même quand même. Et sur les vidéos, il fait les mêmes têtes. Oui, mais tu vois quand il y a un truc quelqu'un qui est fascinant si complexe. quand on le voit à la fin et qui répond parce que tu sais que t'as oui, vu, quand il dit mon grand-père, t'as eu tout le film avant, voilà, t'as eu tout. Oui, ouais. on a un regard sur, on sait qui tu es, on n'est pas dupe, mais tout au long du film, ce qu'on nous présente, c'est pas un homme non plus, c'est pas à la Split, tu vois. Bon, et dire, je déteste Split, mais c'est pas ce genre de personnalité qu'on a face à nous. Ça reste le même homme. Mais c'est ça c'est ça. Mais il n'y a pas 1000 visages. Je suis pas d'accord. Mais c'est un mec basique et voilà. Il aurait dû être comédien en fait. Ouais, bah c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent dans le film. Mais j'aurais dû être plus attentif alors. Ouais. Mais en tout cas, si vous voulez voir s'il a 1000 visages ou pas, vous pouvez aller le voir au cinéma, écoutez. On termine nos débats par le nouveau film du réalisateur de l'excellent La fille au bracelet, frère de Anaïs de Moustiac, à mon actrice française préférée. Si tu nous écoutes, Anaïs, tu es extraordinaire. Le message devait être passé. Mais son frère l'est tout autant, et on parle maintenant de Borgo. C'est un règlement de compte. C'est une bande de Corses qu'on veut à une autre bande de Corses. Boum, boum. Qui continue à s'entretuer, ça nous fera des vacances. Je vous présente à votre nouvelle surveillante. Bonjour. Salut. Oh Pietri, ça va? Ça va. Vous savez ce qu'on dit sur l'unité 2? Et aux Salines, ça va? Comment tu sais que j'habite aux Salines? On dit que c'est les détenus qui surveillent les gardiens et non l'inverse. Tu sais que j'ai des yeux. Je vois bien qu'il y a un problème. Bon, Maton, maintenant que je vais partir, ton voisin, il a reçu le message ou pas? Moi, je veux pas de problème avec vous, vous savez. Je comprends toujours pas. C'est la dernière fois que je te le dis. Ouais, t'inquiète pas, hein. D'accord, c'est petit. Ça va? Si on doit se croiser, on se croisera. Et ton mari, il est content, il a trouvé un stage. Et au fait, j'ai besoin d'un renseignement. J'aurais besoin de connaître la date de la prochaine permission de Rose. Le jour où il sort. Est-ce que vous aimez votre travail? Parfois c'est dur, parfois je fatigue. Et vous êtes proche de vos détenus? Alors c'est toi la matonne? Oui. Et vous voyez certains détenus en dehors du travail? Vous m'avez suivi? Ouais, on t'a suivi. Elle est petite, Lila. Moi j'ai des enfants. Moi j'ai des gros problèmes. Toi, je vais te donner un conseil. Maintenant, fais-toi discrète. Voilà, c'est lui. On tourne autour, mais on est incapable de l'identifier. Attendez. Elle, je la connais. Donc, synopsis, Mélissa, 32 ans, surveillante pénitentiaire expérimentée, s'installe en Corse avec ses 2 jeunes enfants et son mari. L'occasion d'un nouveau départ, elle intègre les équipes d'un centre pénitentiaire pas tout à fait comme les autres. Ici, on dit que ce sont les prisonniers qui surveillent les gardiens. L'intégration de Mélissa est facilitée par Saverio, un jeune détenu qui semble influent, et la place sous sa protection. Mais une fois libéré, Saverio reprend contact avec Mélissa. Il a un service à lui demander. Au casting, on a Avzia Herzi, Moussa Mansali, Louis Mémy, Michel Faux, Pablo Poli, Florence Loiret-Caille et Luc Bernardini. Il fallait que je le dise, ce n'est pas moi, mais c'est rigolo. Parce que tu t'appelles Lucas. Oui, je m'appelle Lucas Bernardini. J'étais avec lui dans la salle, il a vraiment pointé le nom, tu vois, il était explosé de rire. Okay. Papa. Gauthier, qu'est-ce que tu as pensé de ce Borgo? Moi, c'est un film qui a beaucoup marché sur moi. Je trouve que la structure est assez maligne. Avec les policiers, on dirait un petit sketch, mais au final, ça se recoupe. Je trouve ça assez malin. Les personnages ont fonctionné sur moi, toutes les situations de tension, tout ça a fonctionné. La scène dans l'aéroport aussi. Et alors j'ai plus son nom, tu l'as dit, mais j'ai oublié. Celui qui joue le prisonnier. Oui, Louis Mémy.
je le trouve vraiment terrifiant mais fascinant à la fois. Le petit Corse. Ouais. Ouais, Oui, tout à l'heure je l'ai comparé à Maxime Biaggi. Ça devait être un plus vieux à la base. Ce rôle et... Mais le fait que ce soit un jeune, ça marche. Ça marche très bien. Ouais. Parce qu'il a quand même un petit côté où tu as envie de lui faire confiance. Tu sais qu'il fait n'importe quoi. Tu sais qu'il faut pas le suivre. Mais en même temps, il protège cette femme. On sait pas. Et moi, du coup, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. La fin, je la trouve un peu facile. Avec l'interrogatoire et la toute dernière scène, la dernière séquence. Je trouve ça un peu simple. On a envie de parler des fins aujourd'hui, tiens. Ouais, c'est rigolo ça. Il y a des fins qui font parler en tout cas. Mais voilà, c'est une très bonne surprise de ce début d'année qui a très bien fonctionné sur moi et du coup, allez-y. Simon ? Ouais, je redouble ce que dit Gauthier. Moi, le film, je l'ai vu il y a longtemps en plus maintenant. On l'a vu ensemble. Cinémed ? Non, c'était pas au Cinémed, mais on l'a vu en avant-première. Okay. Ouais. Et c'est vrai que c'est une avant-première bientôt quand on y pense. Ouais. Et c'est vrai que je te rejoins, la structure est très très maligne. Elle fonctionne super bien et il y a une espèce de twist du coup qui fonctionne bien. Et puis Avia Herzi, en fait, elle est toujours vraiment bien. Elle est dans son élément quand elle joue dans des films comme ça. Et puis le casting est bien construit. Ouais, Michel Faux et Pablo Loirecaille. Non, ça, c'est Pablo Poli, c'est Florence Loirecaille. Voilà, en flic, je trouve que c'est bien choisi aussi. J'adore aussi Sams. Moi, je connais que son nom de scène, mais c'est Moussa Mansali, voilà, qui joue le mari d'Avia Herzi et qui ajoute aussi une dynamique à ce couple qui est étranger en Corse, mais qui est aussi étranger dans le sens parce que lui, il est noir et elle est arabe, tu vois, et d'origine. Et du coup ça rajoute aussi plein de problématiques et je trouve ça super intéressant aussi. Et puis ce milieu de la prison avec cette prison qui est assez là aussi particulière où les détenus sont en autogestion et j'ai trouvé que c'était cool à voir aussi, en tout cas c'était surprenant de voir ça et original dans ce film. Et la scène de l'aéroport, elle fonctionne bien, mais même je me rappelle du premier plan du début où on est dans la voiture des flics et c'est un long plan séquence qui arrive jusqu'à là, on sait pas où on est, on sait pas ce qui se passe et c'est cool ça. Blanche ? Oui, un film très bien fait, je trouve. Je salue la technique. Bravo à tous. Et encore une fois, comme pour Civil War, un film avec des belles séquences. Je remarque de plus en plus ça quand c'est bien fait, mais vraiment, les réalisateurs et scénaristes qui posent des scènes et qui nous prennent pendant 5-6 minutes juste dans un endroit et qu'on explore, c'est très important et intéressant. Les comédiens sont très bien. Le petit Corse là, un peu du coup un Morange dans les choristes, tête d'ange, mais mais quand même, il a quand même un gun dans son pantalon. Faut faire attention. Non, c'était très, très bien fait, très intéressant. La chronologie, comme vous l'avez tous dit, le rapport aux images aussi au terrain avec Michel Faux qui est toujours dans son bureau, le rapport aux vidéos et ce qui se passe en vrai, tu vois. Et moi, j'ai bien aimé le mari, cette facilité, tu trouves. Je trouve qu'on découvre un personnage dans cette scène un peu finale. Et ça m'a fait plaisir qu'on le creuse comme ça. Parce que Afia Herzi, j'étais un peu frustrée parce que j'ai eu du mal à la cerner tout au long du film. Enfin, j'étais là, je vois qui elle est en même temps. Mais parce que le film elle veut m'échappe ça aussi. Beaucoup. On sait pas, tu vois. Oui, c'est intéressant parce qu'on sait pas d'où elle vient, qui elle est, et on la découvre au fur et à mesure des scènes. On se dit mais c'est qui cette fille en fait. Bref, c'est un film très bien fait. Après, le sujet m'intéresse peu. La Corse et les méchants. Bon, mais c'est très bien. Je suis corse. Qui ? Moi. C'est pour ça, tu nous intéresses peu. Allez Hugo. En plus c'est un truc que vous avez pas dit, mais je trouve dans la représentation de la Corse, c'est quand même assez juste. Enfin, je sais pas, je suis pas corse moi par contre. Mais je suis corse, mais j'ai jamais foutu un pied en Corse. Moi j'y suis allé plusieurs fois pour les vacances. Non mais. Oui, moi aussi. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, quand on parle de la criminalité en Corse, il y a une manière très cliché de la représenter, et le film bascule pas trop là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas la foire aux explosions. Oui, il y en a. Si, il y en a. La foire, mais moi je trouvais justement qu'on montrait que la Corse c'est que ça. En fait, c'était juste des gangs.
Il y a un joli plasticage. Mais non, et la petite montagne. On montre pas vraiment ça, on montre ça que ça c'est Ajaccio et surtout parce que c'est la ville d'Ajaccio qui est surtout représentée. Là, je rejoins Blanc. C'est dès qu'on quitte la prison, on a vraiment l'impression que la prison est plus safe que tout ce qu'il y a autour. Oui, c'est vrai. Intéressant. Ouais. Mais non, en tout cas, moi j'ai eu du mal à rentrer dedans au début, notamment parce que j'avais pas compris que l'intrigue avec les flics était liée à l'intrigue de la prison. J'ai mis 1000 ans à le comprendre. C'est là où on s'est pas rejoint, parce que moi, première scène, je l'ai compris quoi. Ah oui, moi je me dis ça va être lié. Ça va être lié. Hein, mais je me dis pas de cette manière. Voilà, ouais. Et là, on est là, waouh. On a spoil. Non, dites-nous si vous avez compris le film dans le chat, il n'y a personne, donc on pourra pas savoir. Il y a 13 Doumé dans le film, Véro. D'accord, oui, c'est des questions. Voilà. Et franchement, du coup, après, quand le film commence à avoir un ton plus sombre, j'ai beaucoup apprécié, mais je trouve que sur la fin, il manque de remise en question. Sur la protagoniste, en fait elle est confrontée à la police, mais je trouve que c'est pas suffisant, ça manque d'un personnage qui remette en question ses actions, ses choix, sur pourquoi elle se laisse basculer là-dedans. Les guns, hein. Les guns. Mais on n'a pas envie qu'elle soit punie. On a beaucoup de sympathie pour elle. Donc moi en fait je me retrouvais en mode sympathie, en mode ah bah non c'est dommage, alors que justement je devrais peut-être pas ressentir ça quoi. C'est pour ça que je trouve que ça remonte je pense que le film oui mais le film il veut te ou alors je suis un criminel en puissance et je ne sais pas. Je pense que c'est ça. Mener sur ce terrain aussi. Et il y a plein de petits détails en fait quand tu y repenses, et notamment cette scène au tabac là. Ouais bah bien sûr, Michel faut qu'il passe. Qui est en fait je sais pas, qui est tout anodine, mais en fait qui est hyper bien quoi quand tu y repenses, parce que tu t'attends à plein de choses et en fait non on peut pas dire, mais voilà. Bon, moi je m'attends à rien. Tu vois juste marrant. Ouais. Oui mais ouais. Par contre juste là c'est vraiment je pinaille sur le scénario et il a bien fait comme il voulait, c'est très bien, mais juste je trouve pas très crédible que Afsia Herzi qui vient de Fleury-Mérogis de Métropole, on la débarque là, on la fout toute seule dans cette unité avec 50 hommes corses ensemble, toute seule, voilà. Et je me dis Fleury c'est chaud aussi, hein. Oui mais sachant qu'on sait ce que c'est la Corse et que les autres gardiens de prison ils savent toute l'histoire de corruption qu'il peut y avoir en Corse et que tout le monde se connaît, même la directrice de prison dit c'est les prisonniers qui surveillent les gardiens. Ah oui. Et donc on la fout là toute seule et démerde-toi, oui elle va avoir des problèmes. Mais j'en dis pas plus. Moi je suis un peu plus mesuré que vous, vu que je l'ai vu le truc arriver de très loin, l'espèce de twist, j'avoue que j'ai pas trop accroché, mais t'as senti le twist chronologique? Ouais. Ouais. Oui, dès le début. Il est franchement fort. Ouais, je trouve fort. Je suis très très fort. Mais tu nous intéresses peu quand même. Ouais, je vous intéresse peu. Non mais j'ai bien aimé quand même. Je trouve que après la fille du bracelet, je trouve que ça s'emboîte bien. La fille du bracelet, c'était juste le procès. Avec un bracelet. Ouais, super. C'est un très mauvais résumé. Mais je trouve quand même que c'est un film qui est très intéressant et justement les personnages des policiers m'ont beaucoup fait rire, les scènes avec les policiers. On dirait un peu de parodie parfois. Ah ouais, on dirait pas comment macho. J'ai beaucoup ri. C'était très très drôle. C'était le commandant et Carpentier dans un petit c'est exact. C'est ce que j'ai dit en sortant du film. Ouais. Eh ben bravo si tu l'as dit alors. Il est chiant lui. En tout cas, après nos avis, on va écouter ce qu'a à en dire le réalisateur Stéphane Demoustier, qui a été interviewé par Nino avec Ambre, Gauthier et c'est tout à la technique. Moi parce qu'il y a écrit parce que justement je saute ton nom à la technique. C'est bon, on commence. On loin d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Cette semaine, nous sommes très heureux d'accueillir Stéphane Demoustier qui a réalisé Borgo après avoir remporté en 2021 le César du scénario de la meilleure adaptation pour son film La fille au bracelet. Bonjour Stéphane, est-ce que vous allez bien d'abord? Ouais, je vais très bien, je vous remercie. Un César, est-ce que ça vous a mis une pression pour la suite? Non, c'est Laure Calamy qui disait un César ça sert à rien mais ça fait toujours plaisir, et je l'ai vécu comme ça. Non, je l'ai pas vécu comme une pression, je l'ai vécu plutôt comme un truc réjouissant, un encouragement, mais non, c'est pas une pression. Borgo, c'est d'abord une prison corse. Qu'est-ce qui vous motive à dérouler votre histoire en grande partie là-bas? Borgo, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui arrive dans un territoire qui n'est pas le sien, qui essaie d'y trouver sa place et qui, pour ce faire, va se fourvoyer. Et je pense qu'en situant l'histoire en Corse, qui est un territoire qui a un fort caractère, une identité très marquée, etc.,
le sentiment d'être un étranger est exacerbé là-bas. Donc en faisant débarquer Afsia Herzi sur ces terres-là, je savais qu'on aurait cette sensation, qu'on aurait avec elle cette sensation d'arriver en terrain inconnu d'une manière très évidente. Voilà, c'est un film qui parle d'emprise ou de manipulation. Situer tout ça sur un territoire comme la Corse, c'était d'autant plus intéressant. Vous êtes allé sur place, j'imagine, en Corse pour le tournage, mais le tournage s'est pas déroulé dans la prison même. Est-ce que vous êtes allé visiter la réelle prison de Borgo? Alors, on n'a pas pu visiter la prison de Borgo. C'est un film... quand je l'ai préparé, évidemment, j'ai passé beaucoup de temps en Corse. Il y a des gens qui jouent dans le film, il y a notamment 2 surveillants pénitentiaires qui sont des surveillants pénitentiaires de Borgo qui jouent dans le film, donc que j'avais vu en amont et qui pendant le tournage agissaient aussi comme conseil pour que ce qu'on fasse soit fidèle ou conforme à l'esprit de la prison de Borgo. C'est pas un documentaire sur la prison de Borgo, donc j'essaie pas de reproduire à l'identique ce qu'elle est d'ailleurs dans sa facture sensible, esthétique, etc. Ça ressemble pas à Borgo, mais le fonctionnement qu'elle décrit est celui de Borgo. C'est ça qui m'intéressait. Parce que la Corse en France a un régime d'exception et de la même manière, la prison de Borgo au sein du régime carcéral français a un régime d'exception avec ce principe de régime ouvert. Et c'est ça que je voulais raconter. C'est qu'en Corse, dans cette prison, les choses se passent pas comme ailleurs et c'est ça que notre protagoniste doit comprendre et c'est ce qui va la dépasser aussi. On a vu récemment beaucoup de réalisateurs corses, je pense à Thierry De Peretti, Catherine Corsini ou Pierre Salvadori qui ont tourné des films en Corse. Vous, en tant qu'étranger à Lille, qu'est-ce que vous avez pensé apporter comme vision? Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement, moi je suis attiré, j'aime beaucoup la Corse, j'y suis allé mais sans très bien la connaître, j'y suis allé comme quelqu'un qui va en vacances, qui va pour le plaisir et j'ai toujours senti... une vraie pas une fascination mais la Corse a toujours exercé un véritable attrait auprès de moi, mais il fallait trouver une porte d'entrée pour pouvoir raconter une histoire qui se passe là-bas et c'est vrai que là c'était idéal parce que le personnage de Mélissa est un personnage de Continental, elle vient de la région parisienne qui débarque en Corse et qui essaye d'en saisir le fonctionnement, donc je pouvais mettre à ses côtés, je pouvais avec elle entrer sur cette île. Ça me faisait une porte d'entrée idéale. Donc c'est à ce titre-là que je me suis senti légitime pour raconter cette histoire, puisque c'était justement l'histoire de quelqu'un qui n'est pas corse et qui n'en comprend pas le fonctionnement. Vous avez déjà eu des réactions de Corse quant à la représentation que vous faites de l'île? Ouais, des réactions, on en a tout au long du processus, c'est-à-dire que le film il a le soutien de la région Corse, donc il a été allègrement lu par des commissions, etc. Après, tous les acteurs et les différentes parties prenantes, techniciens notamment qui participent au film, le lisent aussi et ils sont corses, donc des réactions on en a un peu à toutes les étapes. Ce que j'ai voulu faire en tout cas, c'était montrer la complexité des choses, c'est-à-dire que j'ai pas, de la même manière que j'ai voulu qu'on comprenne les raisons de la Matonne sans forcément lui donner raison, je voulais aussi qu'on comprenne les raisons des bandits et montrer que leur situation était plus complexe qu'on peut l'imaginer ou qu'on peut le voir habituellement dans les films de gangsters. C'est-à-dire que là, le principal protagoniste qui exerce une influence et une manipulation sur notre héroïne, il s'appelle Saverio dans le film, on voit bien que c'est pas un monstre patibulaire, mais que c'est quelqu'un qui certes exerce une manipulation, mais qui est lui aussi objet d'injonction et objet de pression au-dessus de lui. J'ai voulu montrer que il y avait comme ça un tissu de relations où les choses étaient mêlées et complexes, et en cela montrer une réalité du terrain qui correspond pas forcément à ce qu'on voit habituellement dans les films ou à l'image stéréotypée qu'on peut avoir du voyou. On trouve au générique Pascal Pierre Garbarini à la collaboration au scénario. À quelle étape que vous décidez de faire appel à lui et comment il s'est passé cette collaboration? Pascal Garbarini, tout à l'heure voilà, je parlais de gens qui connaissent bien le milieu corse, à la fois qui connaît très bien la Corse et il connaît également le milieu corse, Garbarini, puisque c'est un avocat pénaliste qui a beaucoup travaillé pour les Corses. Il se considère lui-même comme l'avocat des nationalistes corses. Voilà, et donc c'est un illustre avocat corse.
il est là, lui, dès le début du processus. C'est-à-dire que il est presque associé à l'idée de faire le film. Puisque cette histoire, au tout départ, elle est influencée par un fait divers dont lui m'avait parlé. Et ce fait divers sur lequel je n'ai pas enquêté, dont je me suis éloigné. Mon film est une fiction à 100% avec des personnages qui n'ont rien à voir avec les personnages du fait divers, mais au tout départ, c'est Garbarini qui m'avait parlé de cette affaire. Et après, Garbarini, il était là à toutes les étapes de scénario pour lire ou pour écouter mes questions et pour justement m'indiquer, tiens, c'est plutôt de telle ou telle manière que la relation se déroulerait, ou c'est plutôt... Il est aussi intervenu parfois sur le dialogue. Après, c'est aussi un travail que je faisais avec les acteurs, mais voilà, un peu à toutes les étapes de la préparation, il était là, et on le voit apparaître dans le film, puisque il joue le rôle de l'avocat du personnage principal quand elle a besoin de faire appel à un avocat en fin de film, donc il apparaît aussi dans le film. Et quand il est là, il agit toujours en tant que conseiller, puisque étant lui-même avocat, il peut me dire comment les choses se passeraient, et j'écoute toujours avec intérêt ses observations. Il avait joué dans mon précédent film où il jouait en prison de cour d'assises, c'est comme ça que j'avais fait sa connaissance. Et vous avez parlé des acteurs, dans le casting on retrouve beaucoup d'acteurs corses. Est-ce que vous avez senti un décalage en les dirigeant? Est-ce qu'ils ont influencé leur personnage avec une vision différente que celle que vous aviez imaginée à l'origine? Effectivement, il y a beaucoup d'acteurs corses ou même de non-acteurs corses qui jouent dans le film. Et ça, j'y tenais. En fait, je voulais qu'on tourne évidemment avec des Corses, parce que je savais tout ce qu'eux allaient apporter au film en termes de véracité. Véracité de leur langage, de leur phrasé, véracité même de leur corps, etc. Et c'était pour moi essentiel d'avoir des Corses dans ce film. Et on a fait avec Julie Allian, la directrice de casting, elle a fait un énorme travail de démarchage en Corse, tous azimuts. Elle a mis des annonces dans les tabacs, dans les boulangeries. Et alors, on a rencontré des tonnes de gens. Et la plupart n'avaient absolument jamais joué ou n'y avaient même pas songé. Simplement, ils se sont laissés tenter par l'expérience dans un premier temps du casting. Il y a donc beaucoup de protagonistes dans le film qui viennent de ce processus-là. Il y en a quelques-uns, comme Apieto ou Tabari, qui sont des acteurs corses qui avaient déjà joué. Et ça, c'était pas mal parce que ça leur permettait aussi de mettre les autres en confiance et un petit peu de jouer les grands frères, mais je dis ça, ils le faisaient sans aucune condescendance. Et après, il y a celui qui joue Saverio, qui s'appelle Louis Mémy, qui a un peu un statut à part, parce que lui avait joué uniquement dans un court-métrage, mais il veut devenir acteur. Et j'avais écrit le rôle en pensant que l'acteur serait quelqu'un de plus âgé, et que le personnage serait quelqu'un de plus âgé. Et c'est Julie Allian qui me l'a présenté en casting, et en voyant sa jeunesse, j'ai trouvé ça très intéressant, et en voyant aussi la personnalité de Louis Mémy, je me suis dit, j'ai vu à quel point ça pouvait apporter à ce rôle et rendre encore plus riche et complexe la relation qui se noue entre ce rôle-là et le rôle tenu par Afia Herzi. Donc voilà, le casting, ce qui est intéressant dans le casting, c'est quand ça enrichit un texte ou quand ça enrichit les idées préconçues que vous avez. Et là, je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de m'emparer à chaque fois de ce que les personnes qui jouaient les personnages m'apportaient pour que ce qu'ils sont irrigue leur rôle. Et ça se fait quand on répète avant de tourner, et ça se fait pendant qu'on tourne les scènes aussi. Le film, il alterne entre trois cadres, donc la prison, l'extérieur et l'enquête a posteriori. Est-ce que, d'abord, comment est-ce que vous est venue cette structure un peu particulière? Est-ce que ça a été dur d'atteindre cet équilibre entre les trois cadres? En fait, dès l'écriture, il y avait l'idée d'avoir une double narration. D'un côté, on est avec le personnage de Mélissa qui débarque en Corse, et de l'autre, on suit une enquête. Et donc voilà, j'avais l'idée de vraiment ce double récit. Je pensais que l'enquête, elle allait pouvoir donner un rythme au film. Je savais aussi que l'enquête, elle donnerait une respiration, parce que c'est presque un binôme burlesque, ce binôme d'enquêteurs qu'on découvre dans leur commissariat. Donc voilà, cette idée, elle est là dès le départ. Ça permettait aussi de montrer des régimes d'images différents, puisque les enquêteurs ont accès à des vidéosurveillance, donc des caméras qui voient tout, qui filment tout, mais qui pour autant ne saisissent rien. Et je trouvais que c'était intéressant de montrer que selon les régimes d'images et selon le point de vue, on n'accède pas aux mêmes vérités. C'était plutôt ludique à mettre en place. Évidemment, c'est toute une petite gymnastique. Les scènes avec les commissaires, on les a beaucoup déplacés au montage. C'est-à-dire parfois on les a essayé de les mettre un peu plus tôt, on les a découpés un peu différemment.
dans cette recherche, comme je vous le disais en permanence, de trouver le bon rythme du film et de trouver les bonnes respirations. Donc il y a eu des ajustements permanents qui ont été faits, en particulier au montage, par rapport à ces séquences qui étaient écrites et pensées comme telles dès le départ. Le couple principal, donc c'est une femme maghrébine et un homme noir. À quel moment parce que ça permet du coup d'apporter la problématique du racisme dans votre film, cette problématique, quelle place elle a pris au fur et à mesure du scénario? Bah en fait c'est déjà se poser la question de savoir quelle actrice pourrait être crédible en surveillante pénitentiaire. Et il n'y en avait pas 36 pour lesquels je me disais, si on la met seule devant un réfectoire avec 200 détenus qui sera capable de les tenir en respect, je pense qu'il n'y en a pas 36 qui peuvent le faire. Et donc j'ai pensé à Afia Herzi. Donc j'avais déjà avant tout envie qu'elle ait ce rôle, qu'elle joue ce rôle, et je pensais qu'elle avait totalement le caractère, la force de caractère et et la puissance qui lui permettrait d'avoir ce rôle. Donc, et en plus, je l'avais vu beaucoup dans des rôles de jeunes filles, pas encore de jeunes femmes, donc je me disais ça pourrait être intéressant pour elle de jouer ce rôle. Et dès lors qu'elle a dit oui, bon, après évidemment, il se trouve qu'elle est maghrébine, et ben là, tant mieux, parce que je parlais tout à l'heure de la figure de l'étranger qui débarque dans un territoire qui n'est pas le sien. Bah, là aussi, c'est exacerbé par le fait qu'elle est française et en plus d'origine maghrébine. Et après, bah, il fallait trouver un couple où la difficulté de ce couple, c'est que le personnage du mari, on le voit relativement peu, et pourtant il a un rôle assez déterminant. Donc il fallait que quand le mari, alors qu'on le voit peu, il fallait qu'il nous laisse tout de suite une trace, et une trace assez forte, et il fallait aussi qu'on comprenne que ce couple avait pu être amoureux, et pourrait peut-être d'ailleurs le redevenir, bien que à ce jour on voit un mari qui est plutôt dans une situation d'échec. Il fallait pas tomber dans le misérabilisme, et avec Moussa Monsali qui joue ce rôle, je trouve qu'on avait tout ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tout de suite une puissance d'incarnation énorme, qui nous laisse une empreinte, qui exerce un charme, qui a une puissance qui est à la hauteur de celle d'Afia. Donc voilà, le binôme marchait bien. Et encore une fois, bah, qu'ils soient noirs, ça renforçait leur statut d'étranger sur ce territoire, donc c'était bien. Le racisme, il existe partout. Il existe dans n'importe quel stade de foot où vous allez, il existe partout en France, et il existe aussi en Corse. Dès lors qu'on ne s'arrête pas à un stéréotype, moi, j'avais pas de problème à raconter ça aussi en début de film. Vous plongez donc votre personnage principal féminin, Mélissa, dans un milieu très masculin, et ça crée du coup quelques complications entre séduction mal placée et remarques sexistes. Qu'est-ce qui se joue dans cette dynamique liée au genre au sein de votre film? Non, ce que vous dites est pertinent, c'est que pour montrer une emprise et pour montrer quelqu'un qui est manipulé, quelqu'un qui est manipulé est souvent victime aussi de sa vulnérabilité. Et là, c'est indéniable que sa condition de femme agit aux dépens du protagoniste. C'est-à-dire le fait d'être une femme au milieu dans un monde d'hommes, ça l'oblige à faire d'autant plus ses preuves, et ça la rend parfois vulnérable, parce que ce sont des codes masculins, parce que ce sont parfois des codes machistes, parce que ce sont parfois des comportements virilistes, etc. Autant de choses avec lesquelles nécessairement elle n'est pas en phase du fait de sa condition de femme. Donc je pense que le fait d'avoir une femme qui débarque comme ça dans un monde d'hommes, ça la rendait d'autant plus vulnérable, et ça renforçait encore ce sentiment d'être une étrangère sur lequel je reviens à chaque fois. Donc pour toutes ces raisons, je trouvais ça bien d'arriver dans cet univers-là avec elle. Et en plus, il se trouve que l'univers carcéral, il est beaucoup montré dans les films, mais on voit rarement des surveillantes pénitentiaires. Or, la réalité du monde carcéral, c'est que plus de la moitié du personnel des gardiens de prison, c'est des femmes. Et beaucoup de femmes, évidemment, dans les prisons d'hommes, puisque 17% de la population carcérale, c'est des hommes. Et ben là, le film rend compte de ça aussi, qui est vraiment une réalité du monde carcéral. J'ai trouvé très intéressante la manière de dépeindre la direction d'une prison, parce que vous l'avez dit, donc c'est un régime ouvert qui pourrait paraître plus respectable et moins déshumaniser les détenus, mais tout de même il y a des problèmes qui persistent. Je pense aux punitions collectives ou le fait de changer de section des détenus qui pourtant s'entendent bien avec des
gardiens qui s'entendent bien pourtant avec des détenus. C'est quoi votre vision de l'institution carcérale en France ? Je sais pas si je pourrais dire que j'ai une vision de l'institut carcéral en France, mais en tout cas, ce qui m'intéressait là dans cette prison de Borgo, c'est qu'elle a un statut spécial et qu'elle c'est pas un statut fidèle à celui des autres prisons françaises. Et donc en cela, c'est bien une prison corse. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que on voit bien que l'expérience... Enfin, en tout cas, quand on va à Borgo, on appelle souvent cette prison soit le Club Med, soit l'hôpital. On l'appelle l'hôpital parce que c'est très très calme. Et le Club Med, parce que comme c'est en régime ouvert, on dit qu'il y fait bon vivre. Et c'est vrai que les surveillants pénitentiaires, les détenus aussi le disent, il n'y a pas de bruit à Borgo, c'est très calme. Les gens se parlent avec diligence, ils se parlent de manière respectueuse. On appelle par leur prénom les surveillants, donc quelque chose de très humain. Et en cela, on peut que s'en réjouir et se dire que dès lors que ça reste une prison, parce qu'ils peuvent pas en sortir et qu'ils y passent plusieurs années parce que la société l'a décidé, n'empêche que puisqu'ils sont en prison, autant que ça soit le moins pénible possible pour les uns et les autres, et vraiment pour la communauté, c'est-à-dire la communauté qui englobe à la fois les surveillants et les détenus. Mais il n'empêche que là-dedans, sous ce dehors un peu idéal, se jouent aussi certaines dérives, certains régimes certains rapports de force, etc. Mais qui se voient d'autant moins qu'ils sont derrière des dehors très policés. Et c'est ça que je trouvais intéressant et qui est tout à fait aussi à l'image de ce territoire de la Corse. La musique, elle est composée par Philippe Sard et je trouve elle a un aspect très classique qui m'a parfois fait penser à du Bernard Herrmann. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de musique ? Alors, ouais, effectivement, c'est Philippe Sard et je prends comme un compliment pour lui et aussi pour le film la référence que vous citez. C'est vrai qu'elle a une facture classique et en allant chercher Philippe Sard, c'est évidemment ce à quoi je m'attendais. Et ce que je voulais, en fait, ce que je voulais, c'était qu'elle donne un caractère solennel et aussi une forme de noblesse aux séquences. C'est toujours délicat la musique, il ne faut pas qu'elle paraphrase les scènes, il ne faut pas qu'elle ne fasse que les illustrer. Là, je voulais qu'elle participe d'une forme de grâce ou d'élévation parfois. Et sa facture classique, je pense, joue en ce sens. Voilà ce que je pourrais en dire. C'est un film qui a une dimension sociale. Je pense que c'est un film qui est ancré dans un réel qui est très prononcé. Mais je voulais aussi qu'il y ait parfois une forme de stylisation ou de grâce qui émane de ce réel. Et la musique, elle y participe. Et l'affiche fait référence à une scène qui pourrait paraître un petit peu mineure dans la narration, mais qui prend tout son sens symboliquement quand on pense à l'histoire du film et à la relation entre ces deux personnages. Est-ce que vous avez eu votre mot à dire sur le choix de l'affiche et qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Alors, oui, c'est-à-dire qu'on me consulte quand même sur le choix de l'affiche, c'est le distributeur qui décide évidemment. Mais il me consulte. Après, moi, sur les choix d'affiches ou on va dire de marketing, parce qu'en fait c'est comme ça que ça s'appelle, je considère, oui, parce que ça vaut aussi pour la bande-annonce par exemple. Pour tous ces choix-là, je regarde ce qu'on me propose. Si vraiment quelque chose me paraît impossible, je le signale, mais ma ligne, c'est plutôt de dire je fais confiance à ceux qui en ont la charge et je suis la plus mauvaise personne pour en juger. C'est-à-dire qu'évidemment, moi, une bande-annonce, elle va me paraître... j'ai l'impression que c'est un blasphème quoi, de réduire à si peu un film ou de révéler autant. Enfin, c'est forcément, pour un réalisateur, en tout cas moi, je le vis forcément comme un truc violent, mais je me dis qu'il n'y a pas de bonne solution possible à mes yeux. Donc je me dis que si le distributeur estime que c'est le bon objet pour donner envie aux gens d'aller voir le film, parce que c'est essentiel qu'ils aillent le voir pour pouvoir éventuellement l'aimer, voilà, tant mieux. Donc c'est pareil pour l'affiche, c'est-à-dire qu'on m'a montré plusieurs affiches, leur préférence allait pour celle-là, et moi ça m'allait très très bien que ce soit celle-là. Il se trouve que c'est une image que je trouve assez belle en plus, donc ça me va. Là, la grande question, c'était est-ce qu'on montre une image de prison ou est-ce qu'on montre une image en dehors de la prison ? Ils ont choisi de montrer cette image-là qui est à la fois solaire mais qui amène autre chose avec les pistolets. En fait, ça raconte assez bien ce film qui explore la carte postale corse en la déjouant aussi, en nous montrant qu'est-ce que c'est le revers de la carte postale corse. Le film, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, il s'inspire d'un fait divers qui a réellement existé, un double assassinat, et ça a provoqué
ça a provoqué quelques réactions indignées puisque le procès n'a pas encore eu lieu, il va avoir lieu cet été. Comment est-ce que vous réagissez à ces indignations ? Moi, ce que je dis et que je répète, c'est que le film n'est pas le fait divers, c'est d'autres personnages, donc c'est une autre histoire. Et j'ai essayé j'ai eu comme ligne de me tenir à distance volontairement du fait divers en n'enquêtant pas dessus, pour pouvoir investir la fiction, et aussi c'était aussi une manière d'agir le plus respectueusement possible, avec le plus de respect possible par rapport aux uns et aux autres. Donc voilà, c'est inévitable qu'il y ait quelques grincements dedans. Après, moi je retiens aussi qu'on a fait le film avec le soutien de la région Corse, et je les en remercie, qu'on a tourné avec des acteurs, avec des gens qui nous ont accueillis, des techniciens qui sont corses et qui ont tous adhéré, avec lesquels on a pu travailler à un film qui est une fiction qui questionne le réel et la condition humaine, et c'est comme tel qu'il faut apprécier ce film avant tout. Pour terminer sur le film, je voulais parler un petit peu de la fin, si vous voulez bien, où j'ai un petit peu spoilé. Le film, il aurait pu s'arrêter quand on découvre ce qui s'est réellement passé à l'aéroport, mais vous décidez de poursuivre avec ces interrogations et puis avec la fuite du couple de Lille. Qu'est-ce qui vous pousse à poursuivre au-delà de la scène Ouais. Ce qui me paraissait important, c'était quand même il y avait plusieurs choses. Je pense que je me le suis pas forcément formulé, mais puisque vous me posez la question, je pense que c'était important quand même que le personnage de Mélissa réponde à un moment de ses actes. Et puis c'était essentiel pour moi de savoir ce qui allait advenir de ce couple. Et je pense que les interrogatoires, c'est aussi une manière pour ce couple de se retrouver et de se parler par personne interposée, mais de se parler à nouveau alors qu'ils ne se parlaient plus. Le secret qui les éloignait vole en éclats, et à partir de là, ils peuvent de nouveau se retrouver, être ensemble. Et voilà, évidemment, c'est pas un film avec un happy end, c'est même un film où... mais c'est une fin qui laisse plusieurs devenirs possibles. Et pour moi, ça, c'était essentiel. Le cinéma permet ces miracles-là, permet ces horizons-là. Donc, pour moi, c'était important, de la même manière qu'on a plusieurs manières d'interpréter les mobiles de notre protagoniste, ou les raisons qui ont fait qu'elle a basculé. C'était important aussi qu'on puisse se projeter sur différents devenirs possibles pour nos protagonistes. Elle part pas le cœur léger, donc on peut imaginer plusieurs scénarios qui la rattrapent. J'aimais assez ça. Donc ça m'aurait paru trop brutal de m'en tenir uniquement aux faits et de pas avoir ces éléments-là aussi. Je pense qu'on peut considérer vos deux derniers films comme des thrillers, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais est-ce que vous pensez poursuivre dans cette veine lors de vos futurs projets ? Je sais pas, oui, je suis d'accord pour dire que c'est des thrillers. Après, ce qui m'intéresse, c'est de faire des thrillers, parce que moi j'aime bien les thrillers, mais aussi de jouer avec les codes du thriller. C'est-à-dire qu'on voit bien là, c'est un polar, mais avec des policiers qui se comportent pas tout à fait comme ce qu'on voit habituellement dans les policiers. C'est un thriller, mais où les mobiles sont pas forcément lisibles, et ça m'intéresse que les spectateurs se questionnent sur eux ce qu'ils y voient. Donc voilà, continuer comme ça de me servir de ce qu'apporte en termes de tension dramaturgique le thriller pour en faire plus qu'un thriller, pour faire aussi, comme je te disais, un film qui questionne le monde dans lequel on vit. Oui, ça m'intéresse. Après, j'en fais pas du tout une condition requise ou consciente pour un prochain film, mais je serais ravi d'en refaire. Ouais. Et comme dernière question, c'est la question habituelle au Cinéma Show. Qu'est-ce que vous avez vu comme film dernièrement, que ce soit au cinéma ou à la maison, qui vous a marqué ? Alors, le dernier film que j'ai vu chez moi qui m'a marqué, je pense que c'est Vincere de Bellocchio. Et le dernier film que j'ai vu au cinéma qui m'a marqué, je pense que celui que j'ai vraiment beaucoup aimé qui m'a marqué, c'est peut-être le Kaurismäki. C'est Les Herbes Sèches. Les Feuilles Mortes. Non, Les Feuilles Mortes, les Herbes Sèches, c'est Ceylan, c'est ça. À chaque fois je les confonds, je savais que j'avais une chance sur deux. Donc je pense que c'est le Kaurismäki, le dernier que j'ai vu au cinéma, que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai vu aussi Le Gang du Bois du Temple de Rabah Merzaimesh en vidéo, enfin chez moi récemment, et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était même
postérieur à Vincere. Donc le dernier que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé, c'est Rabah Merzaimesh. Et puis je pense qu'au cinéma, le dernier très bon film que j'ai aimé, c'est Kaurismäki. Mais j'avais beaucoup aimé Le Salon, que j'avais vu précédemment, quelques mois avant, que j'avais beaucoup aimé aussi. Merci beaucoup pour cette interview. On peut toujours retrouver votre film dans les salles en ce moment. Merci. Merci Nino, Ambre, Gauthier, Simon et Stéphane Moustier pour cette interview. Vous avez raté le début de l'émission, pas de soucis. Les tops sont là pour vous résumer nos débats en un seul classement. On commence par le top 1 de chaque chroniqueur, puis viendra le top 3 de l'équipe TCS. Gauthier, quel est ton top 1 Borgo. Hugo. Riddle of Fire. Ah. Blanche. Civil War, bien sûr. C'était dur, mais L'homme aux mille visages. Voilà, on est tous différents finalement. Non, moi aussi c'est L'homme aux mille visages, donc je suis pas très original. Tu veux nous parler un petit peu de Riddle of Fire? Oui, gros coup de cœur, je l'ai vu ce matin, c'est tout frais dans ma tête. C'est un film qui revient à un cinéma que je trouve c'est un peu perdu, c'est le cinéma d'aventure pour enfants, qui je trouve n'existe plus trop, ce cinéma un peu comme les Goonies, comme Stand By Me. Stranger Things quand même sur Netflix. Mais voilà, la petite bande, sans tout le paquet nostalgie Game Boy années 80, regardez c'était cool. Voilà, c'est vraiment du pur film d'aventure, à la fois rétro. Game Boy n'existait pas dans les années 80. Ah, ça va. Chiant lui. C'est à la fois rétro parce que c'était tourné en 16 mm et puis ça brasse un peu 2-3 références, et puis non, c'est assez cool, c'est assez enfantin. D'un coup, je vois ce film, j'ai envie de ravoir 10 ans. Voilà, est-ce que vous avez vu d'autres films cette semaine? Monkey Man. Ouais, Monkey Man, je l'ai vu aussi, effectivement. Tous vu. C'était sympa. Ouais, c'était sympa, moi je passais un bon moment. C'est surprenant. Ouais, c'est sympa. Mais en fait, j'ai été un peu... Il y a un groove entre nous, j'ai l'impression. Il y a tout le monde qui l'a ressenti. Oui. Mais après, c'est... Mais surtout Dev Patel qui fait un film d'action comme ça. Il est assez impressionnant, Dev Patel. Puis pour un premier film, ça reste prometteur, quoi. Et on espère qu'il va step up dans les prochaines années. Moi je le sous-titrerai ce film, J'ai rencontré le singe. C'est une IA qui a le sous-titre. Oh là là. Wow, J'ai rencontré le diable, pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà. On a. Tu as vu Laroy de Shane Atkinson, une petite comédie noire un peu sympa, la frère Cohen, même si c'est assez mécanique, assez prévisible, quoi. L'enquête, on voit venir la fin à des kilomètres, mais sinon c'était assez rigolo. Voilà. Moi j'ai vu Spy Family, Code White, le film d'animation japonais, parce que ma copine elle avait envie de le voir, et j'ai bien rigolé. Pas. Non, mais il faut que je me justifie quand même, parce que bon. Mais c'était sympathique quand même, voilà. Donc je vous le conseille si vous êtes fan de cet animé. Donc ce top 3. En numéro 3, on a Borgo de Stéphane Demoustier. Très belle semaine quand même. Ouais. En numéro 2, on a L'homme aux mille visages de Sonia Kronlund. Et en numéro 1, on a Civil War de Alex Garland. C'est un joli top. Tout le monde est d'accord pour ce top? Bien sûr. Oui. Quoique Borgo en 2 aurait été mieux. Fais pas la fine bouche là, c'est bon. On enchaîne avec un autre interview. On poursuit tout de suite donc avec le cycle Ciné Campus qui touche à sa fin. On reçoit alors Charlotte et Manon qui vont nous parler de la dernière séance du cycle, celle de l'enfer d'Henri-Georges Clouzot, de Serge Bromberg et Ruxandra Medrea. Ciné Campus présente. Dernière fois. Je le dis. C'est la dernière fois qu'il passe en plus. C'est vrai que c'est la dernière fois, c'est dingue. Charlotte, Manon, avant tout, comment ça va? Ça va, ça fait un peu bizarre de passer à la radio, c'est la première fois. C'est bizarre avec le casque. Ça fait bizarre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce qu'est Ciné Campus? J'y vais, ouais. Alors Ciné Campus, c'est un cycle de projection organisé du coup avec un cours à l'université Paul Valéry, et c'est du coup en partenariat avec le cinéma Utopia de Montpellier. Et cette année du coup on présente des films. Du coup nous on est le dernier film à passer sous le thème les dernières fois, voilà. Donc vous venez de nous présenter le film L'enfer d'Henri-Georges Clouzot. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce film? Oui. Du coup, c'est un documentaire, comme vous l'avez dit au début, et c'est sur le film inachevé de Henri-Georges Clouzot. Et en fait, ils ont retrouvé des archives comme en 2006, il me semble, du coup de ce film. Et ils ont décidé d'en faire un documentaire, et ça permet vraiment de se plonger dans l'univers de Clouzot, dans
dans cette folie qui s'est créée pour la réalisation du film. Voilà, il faut savoir que en fait, Clouseau, il a souffert d'un infarctus pendant le tournage et que le tournage était un peu désastreux. D'où en fait pourquoi on a choisi ce film pour le cycle Les Dernières Fois, parce que voilà, c'est un peu genre un film qui promettait une sorte de grandeur qui n'a jamais eu lieu. Donc voilà. Parce qu'il avait eu un budget illimité pour réaliser son film. Du coup, en fait, il voulait tellement faire que il y avait trop d'idées et je pense qu'il s'est confondu. Alors, il faut savoir aussi que Clouseau, il était connu pour être très perfectionniste, etc. Et enfin, du coup, c'est vraiment le film qui a fait cette folie. Enfin, c'est cette dernière fois, et il y avait même c'était quel acteur, je le plains. Il y a un acteur qui est parti parce que Serge Bomberg, il est parti. Pardon, pas Serge Bomberg, Serge Reggiani. Je dis n'importe quoi. Je parle du réalisateur. Qui est parti en plein milieu du tournage et tout, donc voilà. Donc c'est donc ce que j'ai dit, la dernière séance du cycle. Comment ça s'est passé jusqu'à là? Plutôt bien. Il y a eu des séances qui sont super bien passées. En fait, toutes les séances sont plus ou moins bien passées. Voilà. Ouais, très intéressantes. Les interventions, les animations. J'ai l'impression que tout le monde est content, donc voilà. Ouais, on peut dire que c'est un succès du coup. Oui, c'est sympa. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le dire ou pas? On peut l'annoncer. On peut l'annoncer. D'ores et déjà, il y aura une prochaine édition. Allez. Vous avez eu des difficultés quand même à mettre en place ça? Oula. Comment dire? Ouais, en vrai... C'était comme le film de Clouseau, quoi. Exactement. C'était vraiment l'enfer. Voilà. En fait, initialement, nous étions un groupe de 4. On a fini à 2. Mais on est là. Quelqu'un a fait Serge Reggiani dans le groupe. Voilà. Mais finalement, c'est une belle histoire. Oui, voilà. Ça a renforcé parce que c'est un succès. Donc c'est une belle histoire. Et oui, moi je pensais que Simon il me relancerait, mais il préfère me laisser bider. Ouais. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler quand et où aura lieu la séance du coup? Alors la séance aura lieu lundi prochain, le 29 avril, à 20h au cinéma Utopia. Voilà, les tarifs, je rappelle aussi. Oui, vas-y. Du coup, pour les étudiants, c'est 4 € et pas étudiants, c'est 6,50 € ou 6 euros. 6 euros tout. Voilà. Et où est-ce qu'on peut trouver les infos sur la projection? Du coup, ça sera majoritairement sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram Cinécampus UPV. Et le Facebook. Qu'on aura accès. C'est-à-dire jamais. Juste un petit mot sur l'animation que vous allez faire en lien avec le film. Ah, pardon. Non, mais c'est pas grave, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Il anticipe les questions. Et oui, une murder party. Exactement. Alors, vous voyez, on essaie d'organiser, on a organisé, on espère que du coup ça va bien se dérouler, mais normalement tout devrait bien se passer, parce que c'est un succès. C'est beau. Voilà, une murder party un peu pour... Une murder party revisitée. Oui, revisitée. Sinon, ça serait beaucoup trop long, sachant qu'on n'a pas 2 heures devant nous dans le cinéma Utopia, il faut bien qu'ils rentrent chez eux. Puis c'est un lundi soir, il y aura beaucoup d'étudiants en pleine partielle, donc... Mais ça sera une murder party où il faudra répondre à des questions aussi pour avoir des indices et voilà, ça sera aussi qui se passe sur un tournage aussi, en écho un peu au film. C'est très intriguant. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Cinéma Show. Pour rappel, donc vous diffusez L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot le 29 avril à l'Utopia à 20h et après il y a une murder party, alors allez-y. Et pour souligner quelque chose, il y aura des lumières ambiantes très sympathiques, justement pour rappeler l'univers. Parce que c'est très coloré, c'est de l'art cinétique, et je pense que c'est important parce que c'est sympa d'avoir une ambiance artistique. Voilà. Allez-y aussi pour les lumières ambiantes alors. Cette semaine, c'est le jeune et fringant Hugo qui a la tâche difficile de nous quizer, nous et Cinécampus. Une tâche ardue. Sera-t-il à la hauteur? Place au quiz de Hugo. The game is on. C'est la mienne, moi. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, vraiment. Anyway, lead on. Allons-y. Et bonsoir. Bonsoir. Alors,
C'est aujourd'hui 3 équipes vont donc s'affronter sous nos yeux ébahis. Et merde, j'ai pas mon stylo. Mais quel con. Voilà. L'équipe de Simon et Blanche menée par Simon, l'équipe de Gauthier et Lucas menée par Gauthier et l'équipe de Ciné Campus. Même pas toi. Vous n'avez pas de capitaine, je vous réexpliquerai plus tard. Première question. Ça sert Oui, de toute façon, à quoi ça sert d'expliquer les règles oui. Tout le monde sait. Première question, c'est dans le titre. Devinez donc le titre de ce quiz qui est donc un jeu de mots entre un des films de la semaine dans lequel j'ai glissé le mot quiz. Le quiz aux 1000 visages ou l'homme aux 1000 quiz. Le quiz aux 1000 visages, c'est plus stylé. C'est plus stylé, tu penses? Oui. Bah non, alors non, on dit le quiz aux 1000 visages. L'équipe de Blanche où Blanche n'est pas capitaine. Ok. C'est ça notre équipe. Nous on dit l'homme aux 1000 quiz. Ok. Attends. Je sais pas. Il y avait Borgo, Civil War et l'homme aux 1000 Quiz visages. War, en fait, c'est ce que je voulais dire, mais. Quiz War. Ouais. Eh ben vous étiez prêts, c'était Quizy Loire. Non, mais ça, je déteste. Mais c'est lui que je déteste, moi. C'est réciproque. On dirait Marie. Question suivante, musique de film. Dans quel film entend-on cette musique? Ex Machina. Non. Annihilation. Non. Men. Non. La fille au bracelet. Non. Attends, si je connais ça, c'est un truc de Spielberg. Non. Spider-Man. Non. Spider-Man 2. Non. Spider-Man 3. Non. Mélancolia. Non. Non, mais c'est un truc connu ça. Non. Marie-Antoinette. Non. Tu peux nous aiguiller sur le compositeur? Compositeur, putain, c'est qui? C'était pas marqué sur internet quand j'ai cherché, mais c'est un film qui est lié à. Bah, t'étais sur la bonne piste en cherchant du côté de Civil War. Plus précisément de Kirsten Dunst. Ah ouais. Mais. Jumanji, oui, Voilà. bonne réponse, Simon. Hop. Bravo. Ça fait 1 point pour votre équipe et 0 pour les autres. Question, on peut arrêter. Question suivante, en or ou en bois, je vais vous donner 3 informations. Certes, parfois elles sont vraies, donc en or, parfois elles sont fausses. Donc en bois. Première question, Zack Snyder a déclaré qu'il voudrait monter une Snyder Cut de Man of Steel. Bah dis hein. En bois. En bois. En bois. Et vous? Oui, en bois. Bah, ça fait 1 point chacun puisque c'était effectivement en bois. C'est pour Sucker Punch qu'il veut faire une Snyder Cut. Ouais. Elle a tous envie de voir. Bah moi oui. T'es le seul. Il y a que lui. Question suivante, après Pirates des Caraïbes, Jungle Cruise et la maison hantée, Disney veut désormais adapter It's a Small World au cinéma. Ça fait longtemps ça, je crois. Je ne sais pas ce que c'est. Tu sais, c'est le truc avec les poupées. Dans l'attraction poupée des Disney là, tu sais. Je connais pas Disney. Non, mais je connais rien. Niqué Hugo. En or. Je vois à l'intérieur de toi. En or? En gold. Oui. En bois. En bois. Eh bien, c'était en bois parce que c'est Space Mountain qui va l'adapter. Plus jamais je t'écoute, Simon. Mais je pense qu'ils ont vraiment ça en projet, hein. Ou peut-être, mais en tout cas, ils l'ont pas annoncé pour le moment. Ouais. Dernière question, dans Furiosa, il y aura une scène d'action de 15 minutes qui aurait pris 78 jours de tournage et 200 cascadeurs. En or. Vrai. En or. Ouais, en or aussi. Et c'était effectivement en Bien or. sûr, genre. Et je précise évidemment que j'ai très envie de le voir avant Oui. Lucas. Je vais venir chez toi. Question suivante. Ça sert à rien, il sera à Cannes. Ouais. Question tu vas jamais le voir à Cannes. Question suivante. Presse, oui. Qui a dit, donc je vais vous donner une citation, vous devez retrouver qui a dit ça. Pour moi, Sunshine était l'histoire d'un monde qui meurt et quelqu'un Alex dit... Garland. Oui. C'est quoi Sunshine, C'est pas un film de Danny Boyle? Oui. Mais c'est écrit par Alex Garland. Voilà, et il revenait du coup sur la collaboration avec Alex Garland où ils ont eu quelques petits désaccords. Quoi? J'ai rien compris. Parce que j'ai dit Sunshine, il a trouvé direct. Ah, donc, ok. C'est super, merci, question Simon. suivante, là, John Watson, question à choix multiples. Oh, John Watson. Marvel vient de sortir un nouveau trailer pour Deadpool 3 qui s'annonce évidemment être une foire au caméo. Plusieurs mutants apparus au cours des films X-Men font leur apparition dans ce trailer, cependant lequel n'apparaît pas. Est-ce que c'est Azazel, interprété par Jason Fleming, qu'on retrouvait dans X-Men First Class? Est-ce que c'est Lady Deathstrike, interprétée par Kelly Hu, qu'on retrouvait dans X-Men 2? Est-ce que c'est l'homme multiple, interprété par Eric Dane, qu'on retrouvait dans X-Men l'affrontement final? Ou le crapaud, interprété par Ray Park, qu'on retrouvait dans le premier opus? Je connais personne. Moi non. C'est 3 points en plus. C'est 3 points, ouais. 3 points. C'est pas ça la 3 points si vous êtes la seule équipe et 1 point si plusieurs équipes. Donc il va avoir 3 points. Tu peux me redire le premier? Azazel, interprété par Jason Fleming. Le deuxième, Lady Deathstrike, interprété par Kelly Hu. Je pense que c'est le deuxième. Ah ouais? T'es sûr? Moi je dis en dernier parce que je suis sûr de ma réponse. Ah mais moi j'allais dire dernier parce que les autres je les connais pas. Non mais je dis en dernier. Moi je pense que c'est le dernier. C'est quoi déjà le dernier?
Ok. Mais je sais pas, mais non, mais soit le dernier, soit le premier. J'y connais rien, moi j'aurais dit le deuxième. Bah, le premier. Allez. C'est l'homme multiple. Et c'est l'homme multiple qui n'apparaît pas, effectivement. Bon, vous marquez les 3 points. Ça vous fait donc 6. Hop. Et à combien Alors pour les scores, on retrouve Gauthier et Lucas en tête avec 6 points, Simon et Blanche à la deuxième position avec 4 points et Ciné Campus avec 3 points. Cette semaine, un petit quiz spécial qui fait suite un peu au quiz de Lucas il y a 2 semaines sur les dictateurs, puisque nous avons parlé de guerre au cinéma. Un point. Non. La guerre, alors pas des films de guerre, mais plutôt des films où il y a la guerre. Ça inclut aussi les films de guerre. Et avec ma première question, peut-être. Ça inclut tous les films du monde. Ouais, un peu, tous les films américains. Première question, qui c'est ceux-là? Je vais vous donner des noms de personnages, vous devez retrouver dans quel film ils sont présents. Attention, ça va aller très vite. Max et Léon. La folle histoire de Max et Léon. Ouais, Simon. Non, il a pas dit avant. Si, j'ai entendu Simon en premier. Moi, ça me. Ça vous fait donc 5 points. Question suivante, une réplique, un film. À votre avis, dans quel film on retrouve cette scène? La Grande Vadrouille. C'est 117. Non, Inglourious Basterds, oui, bonne réponse de Blanche. Ça vous fait donc 6 points, vous êtes à égalité avec Gauthier et Lucas. On est revenu vite, hein. Ah oui, très très vite. Question suivante, le résumé raté. Je vais vous pitcher un film, mais je pitch très très mal. J'ai failli m'endormir au début quand ce film m'a assommé. La Grande Vadrouille. Non, d'un énorme pavé de texte. Heureusement, Star Wars. Heureusement, juste après, il y a un super long plan avec une grosse bataille. La folle histoire de l'espace. Mais non. Star Wars 3. Oui, bonne réponse, Gauthier. La menace, la revanche des Sith. La revanche des Sith. Ouais, heureusement, juste après, il y a un super long plan avec une grosse bataille. Bon, par exemple, après, on suit la thérapie d'un gars qui fait des cauchemars et qui en parle à un vieux monsieur louche avec qui il va voir de l'opéra, un peu comme un sugar daddy. À la fin, le mec qui fait des cauchemars brûle de colère, mais se découvre étonnamment une passion pour la plongée sous-marine. Oui. Oui, mais le point avait plus, Simon, tais-toi. Question suivante, le jeu des synonymes. Je vais vous donner un titre de film que j'ai remplacé par des synonymes. Et vous devez retrouver le film originel. Le 5e commandement. Oh putain. Ça a l'air d'être simple. Non. Le 7e régiment. Non. 5e commandement de. La 7e compagnie. Non. Dans les 11 commandements, c'est quoi le 5e commandement? Tu me tueras un point. Oui, tu ne tueras point, exactement. Oh là là. Mel Gibson. Non. Oui, de Mel Gibson, effectivement. Question suivante, merci le Québec. Je vais vous donner le titre québécois d'un film. Vous devez retrouver le titre français. Un jour sans lendemain. Un jour sans fin. Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, bonne réponse, il enchaîne. Bien sûr, mais quel homme. Ça fait donc 8 pour l'équipe de Simon et Blanche, 7 pour l'équipe de Gauthier et Lucas et 3 pour Ciné Campus. Ne vous inquiétez pas, Ciné Campus, c'est souvent l'effet qu'il y a ici. Mais trop rapide en fait, je suis perdu totalement. Suivant, une question qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, les films qui baisent ensemble. Je vais vous lire un pitch qui mélange 2 films. Vous devez retrouver le titre de film qui se compose donc d'un mélange. En pleine... Genre par exemple, attends, explique. Si faisait un mix de résumé de Thor Ragnarok et de Rock'n'Roll, ça ferait Thor Ragnarok Rock'n'Roll. Il faut relier les 2 titres. Ce sont forcément 2 titres qui se relient par une syllabe, d'une certaine manière. Ok. C'est pas très facile, mais... En pré-Allemagne nazie, un jeune garçon et de son ami imaginaire, un lapin cartoon, a enquêté sur sa petite amie disparue. Jojo Rabbit. Qui veut tuer la peau de Jojo Rabbit? Ouais, j'entends rien. Putain. Ouais, mais je crois que c'est venu de là. Parce qu'en régie, peut-être. Égalité, non, mais mettez un partout. Ouais, je vais vous donner un partout. Allez. Donnez à Ciné Campus sinon. Non, on veut pas des points de pitié quand même. Genre. Ça fait donc 9, 8 et 3. Je pensais à Denis Darko. Question suivante, l'a pas tourné, ou plutôt cette semaine l'a pas engagé, puisque lequel de ces acteurs hollywoodiens ne s'est pas engagé avec l'armée durant la Seconde Guerre mondiale? S'agit-il de Clark Gable, de James Stewart, de Fred Astaire, de Charles Bronson ou d'Henry Fonda? Clark Gable, Fred Astaire, James Stewart, et Charles Bronson. Et Henry Fonda. C'est vrai que Fred Astaire. Henry Fonda, c'est le seul en couleur. Oui, il est là. Je suis entouré de tétons. En fait, il y a une chanson qui fait référence à Fred Astaire. Et je sais pas pourquoi. Allez, on joue le racisme. Fred Astaire, James Stewart, peut-être. Ah non, James Stewart, il a fait la guerre. Ah ouais. Ah, je le sens. Des films, James Stewart, à ce moment-là? Non. Ah non. Non, bah non. Personne faisait des films. Ouais. Bon, Henry Fonda. Alors, il me faut des réponses du coup. Qui est sûr déjà de sa réponse? Fred Astaire. Moi aussi, on veut dire Fred Astaire.
Fred Astaire. Moi j'aurais dit Fred Astaire. Vas-y, on Bah, Fred Astaire, on suit tout le monde. Bon bah du coup c'est un peu anticlimatique parce que c'est effectivement Fred Astaire. Ah, tu vois, j'avais raison, il fait des claquettes, il a pas la guerre. Alors c'est pas pour ça, c'est parce qu'il était réformé en région parce qu'il est déjà plus âgé que les autres à l'époque et qu'il avait aussi déjà des enfants, donc ça fait qu'il a pu passer entre les mailles du filet. Question suivante. Je préfère l'explication de Lucas. Ouais, mais je me doute. Et puis vu que t'as Cyril Hanouna, je me doute. Question suivante, question casting. Je vais vous lister le casting d'un film. À vous de retrouver de quel film il s'agit. Damien Bonnard, Mark Rylance, Kenneth Branagh. Non, Cheval de guerre. Non, Fionn Whitehead, Tom Glencarny. Dunkerque, effectivement, il est bon ce soir. Désolé. Dunkerque, Christopher Nolan, Défenestré. Fionn Whitehead, Tom Glencarny, Jack Lowden, Barry Keoghan, Tom Hardy, James Darcy, Harry Styles, Cillian Murphy. Musique de film, question rapidité. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Ça va aller très vite. Ça va très vite. Ah, je pensais que ça irait plus vite que ça. C'est un film très connu. Il faut sauver Apocalypse le soldat Ryan. Now. Apocalypse Now, exactement. Ah, c'est DCDN. Même quand je fais au pif. Ouais, non, mais c'était évidemment The End des Doors qui se retrouve dans Apocalypse Now. Eh bien, c'est déjà l'heure du duel time. Alors, le principe, c'est que je vais poser une question à chacun des capitaines. Ils ont autant de points que ça, là, Lucas et. Ils ont 9 points, effectivement, ils ont 9 points. Oui, puisqu'ils ont marqué la Sherlock. Ils ont mis les 3 points sur la Sherlock. Alors, je vais vous poser donc à chacun de vos capitaines, sauf à Ciné Campus, vous pourrez vous concerter une question et vous devez en retrouver la réponse. Vous pourrez choisir votre thème. Alors, Simon et Blanche, vous êtes en tête, donc Simon, tu peux choisir ta question. T'es sûr que c'est pas Blanche, chef d'équipe? Non, c'est toi. Tu as le choix entre la. De toute façon, on laisse pas parler les femmes ici. Tu as le choix entre la question robot, la question Tom ou la question vieux. Robot, Tom, le prénom Tom. Le prénom Tom, oui. Tu penses c'est Tom Cruise ou Tom Hanks peut-être? Bah Tom, allez. Tom, alors c'est parti. Lequel de ces films avec la guerre et avec Tom Hanks est le mieux noté sur Sens Critique? Est-ce qu'il s'agit de Forrest Gump de Robert Zemeckis, d'X faut sauver de Soldat Ryan de Steven Spielberg, de Capitaine Phillips de Paul Greengrass ou USS Greyhound, la bataille de l'Atlantique de Aaron Schneider? Forrest Gump. Forrest Gump, je note. Tac. Ensuite, c'est donc Gauthier et Lucas. Gauthier, il te reste la question robot ou la question vieux? Robot. Robot. Alors, je sais pas si tu sais, mais aux États-Unis, tu peux obtenir un financement de l'armée américaine si tu la représentes dans un film et que tu la représentes bien. Enfin, comme ce qu'ils veulent. Il y a une saga qui a été très cliente de ça, c'est Transformers, mais il y a un opus de Transformers qui n'a pas été sponsorisé par l'armée américaine. Est-ce que c'est lequel c'est entre le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ou le cinquième? Oh, la question de l'enfer. Lucas, tu n'as pas le droit d'aider. Si t'as mis 5 propositions, d'habitude c'est que 4 dans le time. Je vais avoir là. Je vais dire au pif, on va dire le 4. Ah, j'aurais dit le 3. Le 4, c'est quand ça a recommencé, donc c'est peut-être possible. Et bah, vous, du coup, Ciné Campus, il vous reste la question vieux. Lequel de ces 4 films présente la bataille antique la plus ancienne? Alexandre d'Oliver Stone, 300 de Zack Snyder, 3 de Wolfgang Peterson ou Vercingétorix, la légende du druide roi de Jack Dorfman? Avec Vincent Moscato. Et Christophe Lambert. J'ai hésité entre 300 et on redit une fois. 300. 300, je note. Alors, ne leur dis pas une fois. Pour la correction, alors on va commencer du coup par l'équipe qui a le moins de points, Ciné Campus. Alors la guerre de Troie n'a jamais existé, enfin probablement elle n'a pas eu lieu, donc effectivement elle pouvait pas s'insérer dans une timeline. Alexandre débute en 356 avant Jésus-Christ et se termine en 323 avant Jésus-Christ. Vercingétorix, lui, le plus récent, ce qui s'est déroulé en 58 avant Jésus-Christ, et 300 présente la bataille des Thermopyles qui a eu lieu en 480 avant Jésus-Christ. C'est donc effectivement le plus ancien. Vous prenez donc 4 points, qui vous ramène à 8. C'est moi humiliant. Du coup, on fait des derniers. Gauthier et Lucas. Bah non, vous êtes toujours à 9 pour l'instant. Alors peut-être, on va voir. Vu la réaction de Lucas, c'est pas la bonne réponse. Effectivement, Transformers Géants de l'extinction n'a pas été sponsorisé par l'armée américaine puisqu'il y a des méchants agents de la CIA dedans. Oui. Donc vous prenez également 4 points, ce qui vous amène à 13. Tu m'emmerdes alors. Mais j'ai dit que j'avais le démon parce que je voulais l'avoir. C'est pour ça que je t'ai pas mis chef d'équipe. Et Simon, effectivement, c'est Forrest Gump, sans grande surprise. Oh là là. 3 bons duel time, franchement. Ouais, non, tout le monde a marqué, c'est rare. C'est trop simple en fait. Donc pour les scores finaux, c'est donc Simon et Blanche qui l'emportent avec 16 points, suivi par Gauthier et Lucas avec 13 points, et Ciné Campus avec 8 points. Oh, super, du coup c'est eux qui gagnent. Je suis content.
Donc merci Hugo pour ce quiz, enchaînons tout de suite avec nos recos de la semaine. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même vous faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Petit tour de table, Blanche ? Ouais, je savais pas quoi mettre, donc c'est pas du tout lié au cinéma. Non mais ça c'est juste la phrase bateau. Mais non vrai, mais c'est vraiment, j'ai mis l'album de Johnny Jane qui s'appelle Attitude. Très sympa, je recommande, il y a plein de sons chouettes. C'est vraiment cool, ça donne envie. C'est quoi le style? C'est de la pop française indé. Je sais pas. Tu vends bien, merci. Merci. Gauthier? Je vais parler de la chaîne YouTube d'Ex et le cinéma. C'est une chaîne de critique, mais en même temps, ça parle de plusieurs thématiques autour du cinéma. C'est une chaîne que je suis depuis pas mal de temps et c'est une des chaînes que je préfère au niveau du cinéma. Voilà. Merci, Simon. Moi, je vais enfin recommander un album qui est sorti maintenant il y a un mois et dont j'avais pas mal parlé déjà dans d'autres émissions, mais là, je le recommande cette fois dans The Cinema Show. C'est quelqu'un qu'on avait reçu pour en plus un épisode spécial, l'épisode cinéphilique. C'est Samir Hamad, son dernier album, La vie est bien faite. Véritable pépite du rap français, c'est toujours aussi bon, c'est bien écrit, les prods sont incroyables, franchement il step up à chaque album, non c'est un truc de ouf, et en plus c'est Montpellierin, donc voilà. Hugo, enculé, je sais où t'habites. Alors moi du coup on m'a offert un super livre à mon anniversaire que je vous recommande de fou, c'est Monsieur Maladroit de Roger Hargreaves, que j'ai dévoré il y a pas très longtemps. En plus je l'ai lu d'une traite. C'est une histoire palpitante sur un type qui a du mal à s'adapter en société à cause de sa maladresse, et c'est vraiment très touchant parce qu'il va au bout de son concept et vraiment j'ai adoré. Donc n'hésitez pas à l'acheter en librairie, il est pas très cher en plus, donc foncez. Je te déteste. Moi ma reco de la semaine c'est Ghostbusters The Video Game Remastered. Très bon, très bon. Très bon jeu que vous pouvez retrouver sur PlayStation 4 qui adapte le scénario jamais adapté au cinéma de Dan Aykroyd et Harold Ramis pour SOS Phantom 3. Donc si avec le film sorti la semaine dernière vous avez eu envie de voir plus d'SOS Phantom et peut-être du meilleur SOS Phantom, parce que j'ai compris qu'on n'avait pas trop aimé ici, et ben voilà, jetez-vous sur ce jeu qui est excellent. Ciné Campus, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre projection? Alors c'est L'Enfer dans Georges Clouzot, le documentaire qui sera projeté le 29 avril au cinéma Utopia. Voilà. Merci beaucoup. Merci du conseil. Concluons cette émission avec les traditionnels remerciements. Merci à Blanche, Gauthier, Nino et Simon d'avoir participé à l'émission de ce soir. Merci à toi pour ta première quand même à l'animation. Et merci d'avoir dit Nino à la place de Hugo. C'est vrai, j'ai écrit Nino à la place de Hugo parce que je préférais que Nino soit là. Et Eva Yes. Merci Nino et Ambre pour l'interview de Stéphane de Moustier. Juste Nino et Ambre. Oui bah oui, parce que toi je t'ai déjà remercié. Bon. Remercions d'ailleurs Stéphane de Moustier d'être venu nous parler de son film dans l'émission, ainsi que sa sœur Anaïs de Moustier pour être une des meilleures actrices du monde. Remercions également Charlotte Ducos et Manon Morin-Adam de nous avoir présenté l'ultime séance de cette édition de Ciné Campus. Merci à vous. Merci. Et merci à Lucas, Yanis, Rémi et Valentin en régie. Si l'émission vous a plu et que vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter ainsi que sur YouTube et toutes les plateformes de podcast pour retrouver les replays des émissions. La semaine prochaine, Simon animera le 33e épisode où il débattra avec Nino, Hugo et Marie de Back to Black de Sam Taylor Johnson, Challengers de Luca Guadagnino et Première Affaire de Victoria Musidlak. Comme d'hab, on se quitte avec ma recommandation de la semaine, Online de Tom Cardy en feat avec TWRP. C'était pas ta recommandation, mec. T'as juste repris la phrase d'habitude, non? Ouais. Oui, bon, je m'en fous. Vous allez voir, c'est génial. Et vous remarquerez que j'ai fait ma première émission sans jamais parler de Madame Web. You're such a mystery. Glasses, I like 'em a lot, and your binary earrings are getting me. There is a certain time and place for love. I'm starting to think that I know what you want. I think I know what you like. So farewell and goodbye. You can
room. Here's the password. You better write this down. Babe, I think I love you. I can't believe I feel this way. Did not know I could afford a love electric as the one plugged into my motherboard. I think I know what you like, so farewell and goodbye. You can catch me later, baby. I'll see you online. You can catch me in cyberspace. See me in my virtual brain. I'll see you online. It's more than ecstasy when it's you and me drive me crazy. Chat with you daily. Could you blame me? Baby, drive me crazy. Loving you all day on my display. Oh baby, when I pass you by, I'm just another guy asking myself, why do I try? Boy, why are we so coy out here in reality when we both done virtually? Stop feeling myself, you make me feel 20 feet tall here in our world.